pour l'introduction, on va commencer par Sol Zanetti, ensuite ça va être Alex Tirel. Donc, vous avez 2 minutes chaque pour faire votre introduction et vous allez avoir un signe qui va vous être donné à 30 secondes de la fin. Alors, bon débat tout le monde. Je vais vous poser une question en 3 volets. Il y aura la réponse non, oui et j'en sais vraiment rien. Si vous deviez voter un référendum pour l'indépendance du Québec demain matin, qui ici, sans plus d'informations, voterait assurément non à un tel référendum? OK? Qui voterait assurément oui à un tel référendum sans plus d'informations? Et qui vraiment serait embêté et aurait besoin de plus d'informations pour se faire une idée? La majorité. Très bien. Alors, je pense que ce débat-là va être très intéressant. L'enjeu de l'indépendance du Québec, là, il faut voir c'est quoi, d'une part, en oubliant les idées préconçues que vous avez pu entendre à ce sujet. OK? On ne veut plus en entendre parler, c'est le projet de nos générations, c'est un vieux rêve de baby boomer. Tout ça, là, mettez ça dans un sac, puis vous jetez ça quelque part. L'enjeu de l'indépendance du Québec, là, c'est un enjeu démocratique, bon, culturel, économique, environnemental, évidemment, mais essentiellement, l'indépendance, c'est quoi? C'est voter soi-même les lois qui nous concernent, gérer nous-mêmes l'entièreté des impôts et des taxes qui sont prélevés sur notre territoire, et négocier et signer nous-mêmes les traités internationaux qui nous lient aux autres peuples du monde. L'indépendance, là, d'un pays, c'est ça. Il y a 193 pays qui ont ça sur la Terre. Dans les années 50, il y en avait à peu près une cinquantaine. Il y a donc une tendance mondiale grande à la création de nouveaux pays. Ce sont des mouvements démocratiques où les gens disent pourquoi laisser d'autres décider à notre place, reprenons le pouvoir de choisir. Et l'indépendance du Québec, il faut le comprendre comme ça, comme la démarche d'un peuple, OK, qui veut avoir une société à son image. Là, un peuple, ça veut dire quoi? Un peuple, le Québec indépendant, ça va être une société aussi plurinationale. Okay. Il ne s'agit pas, c'est pas un projet dans lequel on dit il faut qu'il y ait un seul peuple, que tout le monde pense de la même façon, puis soit pareil. Merci beaucoup. Ah, c'est tout. Donc, moi, dans le fond, je suis opposé à l'indépendance pour plusieurs raisons. De un, c'est demander aux gens de prendre un risque, quand même un risque important, pour changer quelque chose qui n'est pas si bien défini que ça. Donc, je trouve que ça serait une erreur de sacrifier un peu la stabilité qu'on a au Québec et au Canada pour faire un projet qui est surtout idéologique. Et c'est sûr que moi, je ne suis pas quelqu'un qui va dire que je suis content avec le Canada tel qu'il est en ce moment. Je crois quand même qu'il y a beaucoup de changements à faire, il y a des changements même à apporter au niveau de la Constitution, protéger l'environnement, par exemple. Mais moi, je crois fortement que ce n'est pas en construisant des frontières qu'on va régler ces problèmes-là, surtout pas au niveau de l'environnement. Donc, ceci étant dit, je respecte beaucoup M. Zanetti et l'aspect de renouveau qu'il apporte au mouvement indépendantiste qui a souvent été mené par les mêmes personnes depuis longtemps et qui a stagné beaucoup. Donc, je pense que c'est vraiment important d'avoir ce type de débat, oui-non. D'ailleurs, c'est la première fois pour moi et pour Sol ce matin de faire un débat oui-non. Donc, c'est quand même important de discuter de nos divergences d'opinion. Et je pense que l'ensemble de la société québécoise sera bien servie s'il y aurait plus de débats sur cette question-là. Quand on parle d'environnement, souvent on parle de NRJS, pouvoir bloquer les oléoducs et tout ça. C'est quelque chose qu'on va parler dans le débat. Merci. Est-ce qu'en arrière, vous entendez bien les deux invités? Oui? OK. Alors, question 1. Depuis 2001, le Bas-Saint-Laurent a connu une baisse constante de sa population. En 2015, cette diminution était de 2,3 %. De plus, le Bas-Saint-Laurent est parmi les régions vivant avec le plus grand vieillissement de la population. On a aussi connu 11 000 pertes d'emplois depuis 2012. Plusieurs politiciens et politiciennes ne semblent pas réaliser l'importance qu'occupent les régions dans l'identité et dans l'avenir du Québec. La question est la suivante. Quelle est la situation qui assurera le meilleur avenir pour nos régions, la structure fédérale actuelle ou un Québec pays? Donc, pour répondre, on va commencer avec Alex et on va continuer avec Sol. Vous avez 2 minutes chaque et ensuite on ouvre le débat. Allez-y.
OK, mais premièrement, je ne vais pas prétendre être un expert en économie de la région. C'est la première fois que je fais une visite politique dans cette région-ci. Mais ce que je peux dire, c'est que si on irait pour former un pays, il y a quand même de l'instabilité économique qui va découler de ça. Que ce soit 5 ou 10 ans ou même plus. Puis pendant cette période-là, ce n'est pas juste les personnes riches qui vont subir des conséquences. Il y a quand même des gens de la classe moyenne et des gens à faible revenu qui vont devoir s'entretenir avec cette instabilité économique. L'autre chose, c'est qu'on dit souvent qu'il faut faire l'indépendance parce que on veut l'indépendance des entreprises canadiennes. Mais la réalité, c'est que même si on serait un pays, on sera quand même redevable des entreprises canadiennes qui existent au Québec en ce moment. Je crois aussi que en restant au sein du Canada, ça nous donne des leviers pour justement investir dans les régions. Et si le gouvernement aurait un trouble économique, ce serait beaucoup plus difficile d'aller investir dans les régions. On a quand même le gouvernement du Québec qui a beaucoup de responsabilités déjà en termes de développement économique. Donc, on a quand même, selon moi, tous les outils pour mieux faire. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut défendre le statu quo et dire que la situation actuelle est parfaite. On le sait très bien, ce n'est pas le cas. Mais je crois que pour améliorer la chose, on est quand même bien servi de travailler directement sur ces enjeux-là, au lieu de prendre une tangente puis d'aller vers l'indépendance et de refaire le débat qui a déjà été fait 2 fois dans le passé. Deux choses. D'une part, je reviens sur une chose que tu as dit tout à l'heure, Alex. Là. Il faut voir, moi j'ai bien hâte d'entendre cet argument-là. Qu'est-ce qui va créer de l'instabilité économique avec l'indépendance du Québec? J'aimerais bien entendre cet argument-là, vraiment, parce qu'il ne faut pas le prendre comme un fait donné que tout le monde reconnaît. Il faut voir qu'est-ce qui générerait ça précisément. Je pourrais défendre la thèse inverse, mais je veux rester près de la question. Ce qui va améliorer et assurer une meilleure situation à l'économie de toutes les régions du Québec, c'est la décentralisation des décisions entourant les investissements économiques. À partir du moment où c'est une capitale qui décide pour vous et que, comme région, vous êtes en position toujours d'attendre d'être dans les bonnes grâces de la capitale, ben, vous allez attendre longtemps et vos intérêts ne seront pas représentés. L'indépendance du Québec, c'est d'une part, ça entraînerait une vaste décentralisation du pouvoir au sein du Canada, qui est le 2e plus gros pays du monde et qui est aussi parmi les régimes les plus centralisés d'un point de vue politique au monde aussi, parmi les plus centralisés. Ben, c'est décentraliser ça parce qu'on ramène nos leviers économiques, nos fonds pour investir, on les ramène à Québec, mais en plus, c'est l'occasion d'écrire une nouvelle constitution et de faire un nouveau régime politique. Un régime qui sera plus démocratique, mais aussi qui permettrait une beaucoup plus grande autonomie régionale. On peut imaginer à l'intérieur du Québec indépendant que les différentes régions ont même des pouvoirs de taxation qui sont distincts, qui leur donnent les fonds nécessaires pour faire des investissements qui sont structurants avec les forces économiques qui sont les leurs. Tant qu'on reste dans le Québec province, là, notre marge de manœuvre, on l'envoie à Ottawa, elle est gérée en fonction de l'intérêt de la majorité canadienne, toujours hors Québec, puis on a des miettes. Qu'est-ce qui se passe avec ça? À chaque élection, il y a une région du Québec qui se voit attribuer un projet de 300 millions, absolument pas structurant, qui ne fait même pas beaucoup d'emplois et qui nous laisse dans des situations de statu quo insoutenables. Vous allez pouvoir poursuivre durant les 8 prochaines minutes, donc ça se peut que j'intervienne à l'occasion pour donner la parole à l'autre. Donc, il y a 8 minutes d'échange sur ce sujet. Mais au niveau de l'instabilité économique, les faits, c'est que si Québec formerait un pays, il y a quand même une période d'instabilité. Il y a quand même tous les accords d'échange qui sont remis en question. Et on sait, juste avec la bourse, là, que n'importe quel choc qui arrive, il y a toujours des conséquences économiques à ça. Donc, de dire qu'on déclare l'indépendance et que l'avenir du Québec est incertain, ça va créer quand même l'instabilité. Il va y avoir des entreprises qui vont retirer les investissements du Québec. Et c'est ça que je fais référence quand je parle de l'instabilité économique. Donc, il y a deux choses. D'une part, la question de l'instabilité, c'est que il faut voir, là, bon, 3 choses. Dans les années 70, je ne sais pas si vous vous rappelez du coup de la Brinks, OK? Vous l'avez peut-être entendu en histoire, vous n'en rappelez pas, évidemment. Mais pour prévenir, moi, j'en touchais pas là du tout, là, je n'étais même pas un projet.
pour faire peur aux gens, pour pas qu'ils votent pour le Parti québécois, qui à ce moment-là s'engageait à faire la souveraineté association au moment de l'élection, ben ils ont dit on va faire un coup monté, on va dire aux journalistes que des camions pleins d'argent partent de Montréal et s'en vont là, en amenant toutes les liquidités à Toronto. Et que là, les journalistes ont fait une pleine page avec ça. On voyait des photos des camions supposément pleins d'argent qui s'en allaient. Pour faire peur au monde, les gens ont eu complètement peur. Après ça, ils ont fait un article, ils ont réalisé non, il n'y avait rien là-dedans, c'était juste des papiers administratifs, c'était un coup monté pour faire peur au monde. La question de l'instabilité, là, elle vient de deux choses. Là. C'est que c'est la deuxième chose que tu as dit, c'est sur les... pardon, j'aurais dû prendre des notes. Les compagnies qui vont quitter le Québec. Okay. Les compagnies, là, d'ailleurs, tu as dit quelque chose dans ton introduction, comme si on voulait se libérer de l'emprise des compagnies étrangères. La question n'est pas là. Je pense qu'on doit démocratiser nos sociétés, puis que ça c'est pas normal quand les sociétés, d'où qu'elles viennent, qu'elles soient québécoises ou autres, aient plus de pouvoir que les citoyens. Mais d'autre part, les compagnies qui sont ici, là, ne sont pas ici à cause de la couleur du drapeau, puis de la feuille d'érable, puis parce qu'ils sont sentimentalement attachés au Canada. Puis ils vont pas partir sur un coup de tête parce que tout à coup, il y a l'indépendance qui se fait. T'sais, les compagnies qui sont ici parce qu'elles trouvent un environnement propice pour faire des affaires. Et à partir du moment où pourquoi? Ben parce qu'on a des ressources naturelles. Est-ce que les ressources naturelles vont s'en aller en cas d'indépendance? Non. On a de la main-d'œuvre qualifiée extrêmement abondante à cause de nos relativement, mais pas assez, bas frais de scolarité. Est-ce que ces gens-là vont disparaître, perdre leur diplôme? Non. On a un environnement fiscal intéressant. Est-ce que cette chose-là va disparaître? Il n'en tient qu'à nous. La réponse est non. Donc, il n'y aura pas une fuite des compagnies. C'est toujours la menace qu'on fait, mais il faut pas se laisser aller à ce genre d'argument. Ça, on peut s'entendre quand même que beaucoup de l'activité économique dépend des exportations. Si tout d'un coup, on a pu... les traités internationaux, c'est ça. Nos traités internationaux, il y a quand même une instabilité qui va là-dedans. Et est-ce qu'une compagnie va venir ouvrir de nouvelles usines ou partir d'une entreprise quand il y a quand même la possibilité que les accords qui sont en place vont évaporer d'une manière à une autre? Aussi, si je peux vous ramener, juste parce qu'on a une autre question qui va porter sur l'économie. Donc, la question, c'est aussi de savoir qu'est-ce qu'on fait, pas seulement pour le développement économique, mais pour le développement tout court des régions. Donc, M. Tyrrell, vous pouvez continuer aussi là, par rapport à ce que vous venez de lancer comme question, mais c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait avec le fait que les régions sont en train de se vider de leur population. Est-ce que le Canada actuel a les moyens de soutenir les régions dans sa structure fédérale actuelle? Bien, quelque chose qui est très important au Parti du Québec, c'est l'autonomie régionale. Puis nous autres, on croit que les régions, les gens qui habitent les régions sont le mieux placés pour décider de quelle sorte de projet on devrait investir dedans, surtout quand c'est des fonds publics. De l'autre côté, quand on parle des projets d'oléoduc, par exemple, nous autres, on croit que chaque province devrait avoir le droit de veto pour ce genre de projet, et chaque municipalité aussi. Parce que on n'a pas encore ça au Québec. Une compagnie qui veut partir une mine, par exemple, n'a pas besoin d'avoir l'appui de la municipalité, le conseil municipal. Donc, il y a quand même quelque chose à faire pour amener plus d'autonomie. Mais cette autonomie-là, ça peut se faire au sein du Canada. Et même les gouvernements du Parti québécois ont toujours refusé de donner aux municipalités le pouvoir de bloquer ou de décider quel projet dans lequel le gouvernement du Québec devrait investir. Il y a deux choses. Je reviendrai sur la question des traités internationaux, et après ça, je vais parler de la question de notre marge de manœuvre. Les traités internationaux, là, ce que le droit international dit, parce qu'on ne serait pas le premier pays à faire sécession, il y en a eu là, entre 193 moins à peu près 50 qui se sont faits depuis les années 50, donc on serait comme, c'est un peu gênant même que ça nous a pris autant de temps à le réaliser. Mais il y a le droit international balise ces choses-là, et il y a quelque chose qui est un principe en droit international qui dit que les traités qui nous lient, qui lient la région, ils sont présumés maintenir leur validité. C'est-à-dire que les traités internationaux qui nous lient, ils vont être valides jusqu'à ce que nous, on décide de les renégocier. Alors, il n'y a pas de vide juridique dans lequel tombe une région qui fait sécession. L'ALENA, on continuerait d'être dedans. Est-ce qu'il faudrait le renégocier? À mon avis, bien sûr. Mais ces choses-là vont se maintenir. L'autre affaire, c'est sur la question de la décentralisation. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Alex, là-dessus. On a une vision semblable. Il faut décentraliser, donner l'autonomie de gestion à tout le monde. Le problème, c'est que même si dans le Québec-Province, on disait à tout le monde, décidez de vos investissements économiques, on n'aurait pas d'argent à mettre là. Pourquoi? Parce qu'en 1867, quand on a séparé les pouvoirs entre les provinces puis l'État central, qu'est-ce qu'on a fait? Mettons que je mets ça en gros, là, je schématise. Bien, les pouvoirs qui rapportaient de l'argent, on les a laissés au fédéral, puis les pouvoirs qui coûtaient de l'argent, on les a laissés aux provinces. Le déficit fiscal, c'est ça.
OK? À peu près 75% du budget du Québec est attaché à la santé, l'éducation et puis les services sociaux en général. La marge de manœuvre qu'on a pour investir massivement pour des infrastructures électriques de transport qui relient toutes les régions du Québec, pour toutes ces affaires-là, ben, en ce moment, elles sont à Ottawa. Qu'est-ce qu'il fait avec notre argent? Il finance les sables bitumineux. En 2008, crise économique, qu'est-ce qu'il fait? Finance l'industrie de l'automobile en Ontario. Là, en ce moment, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il finance des projets hydroélectriques à Terre-Neuve avec notre argent qui font concurrence à Hydro-Québec. OK. Ça, en même temps, je crois que le gouvernement du Québec a quand même le pouvoir d'augmenter les taxes sur les riches et les grandes entreprises. C'est quelque chose que le gouvernement libéral refuse de faire. Ils ne veulent absolument pas que les riches payent leur juste part. Donc, si on changerait ça au niveau provincial, parce qu'on a quand même le pouvoir de taxation au niveau provincial, on pourrait aller investir dans les entreprises. Puis, le gouvernement du Québec, par exemple, a les moyens d'investir dans Bombardier. Il peut y avoir un débat sur la bonne place à mettre l'argent ou pas, mais je crois qu'il n'y a rien qui justifie de créer un nouveau pays simplement pour gérer les investissements. D'ailleurs, les élus fédéraux sont quand même redevables à la population, sont quand même élus par des Québécois, et il y a toujours manière de faire pression sur le fédéral pour des domaines de compétences qui sont des juridictions fédérales. Ouais. On peut ramener le débat à une question de qu'est-ce qu'une province peut faire dans le Canada? Moi, je pense qu'on ne peut pas, puis c'est appuyé, là, je veux dire, mais on ne peut pas espérer avoir un Québec vert dans un pétro-État canadien. On est dans un pétro-État. La stratégie économique centrale d'investissement des dernières années, ça a été construire des infrastructures de transport pour le pétrole et puis financer l'exploitation des sables bitumineux avec notre argent. Juste dans les 10 dernières années, on a mis à peu près, là, le Québec, là, environ 2 milliards là-dedans. Imaginez si on l'avait mis dans les infrastructures de transport électrique qui relieraient toutes les régions du Québec. Là, on aurait un développement régional qui aurait des bases solides pour véhiculer sa production. En même temps, je pense que l'ensemble du mouvement écologiste est contre les subventions fédérales aux sables bitumineux. Et Justin Trudeau a même promis de faire ça durant l'élection. Et là, ça semble qu'il n'a pas livré sa promesse. Mais moi, j'ai encore espoir qu'on peut faire un Québec vert au sein du Canada. La majorité des compétences environnementales sont de nature provinciale. C'est nous qui gèrons les mines, c'est nous qui gèrons les ressources naturelles. Donc, on a tous les outils pour commencer la transition énergétique dès maintenant. Et je trouve que de mettre ça de côté pour faire l'indépendance en premier, ça serait une erreur. On n'a pas le temps d'attendre pour ça. Il faut agir dès maintenant sur les changements climatiques. OK, merci beaucoup. Donc, ça conclut notre segment sur la question des régions. Maintenant, une question sur l'économie, je pense. On va voir ce que ça donne. Donc, la création d'un nouveau pays sur la scène internationale soulève toujours certaines inquiétudes économiques, comme vous l'avez dit. Sans avoir mené à la création d'un pays, le Brexit, ou le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, comme on l'a pu voir dans nos cours, qui a été voté le 23 juin dernier, a provoqué plusieurs tensions en Europe. Un mois avant la tenue du vote, le Trésor britannique faisait cette mise en garde. Cela provoquerait une récession pendant 1 an. Sur 2 ans, la croissance du PIB serait réduite de 3,6 points par rapport à ce qu'elle aurait été en restant dans l'Union européenne. 500 000 emplois seraient perdus, la livre sterling baisserait de 12 %, les prix immobiliers de 10 % et les salaires réels moyens reculeraient de 3 %. La question est la suivante. Quel impact aurait l'indépendance du Québec sur les accords économiques internationaux du Canada? C'est une question qui nous provient d'un étudiant de la classe. Vous pouvez répéter la dernière? Quel impact aurait l'indépendance du Québec sur les accords économiques internationaux du Canada? Donc, qu'est-ce qui se passe avec nos accords internationaux? D'abord Sol et ensuite Alex et 2 minutes chaque et ensuite on va. Alors, comme je le disais tout à l'heure, nos accords internationaux, ils restent les mêmes jusqu'à ce qu'on décide, nous, de les renégocier. Qu'est-ce que ça change alors? Ça change qu'on peut les renégocier, cette fois-ci en fonction de nos intérêts uniquement, et non pas en fonction de l'intérêt de la majorité canadienne qui, des fois, nous dessert. Je donne un exemple de ça bien précis. Le récent accord de libre-échange Canada-Europe. Qu'est-ce que ça fait? Il a été négocié, bon, Jean Charest y a participé, on ne peut pas dire qu'il a défendu les intérêts du Québec, même après ni avant son action politique active, mais l'idée, c'est que le Canada a fait un marché là-dedans. Okay? Ils ont dit, permettez-nous, Europe, d'exporter davantage de bœuf chez vous, okay? Mais en échange, on va vous permettre de vendre plus de fromage chez nous. Alors, eux ont trouvé que c'était un accord intéressant. Ben, pas tous les Européens, qui sont très critiques de ça.
Mais qu'est-ce que ça a eu comme impact ici au Québec? Ben, au Canada, c'est que la majorité de l'industrie du fromage est au Québec. Alors, l'industrie du fromage va perdre l'équivalent d'à peu près 300 millions de dollars par année. Puis la majorité de l'industrie du bœuf est dans l'Ouest. Fait qu'essentiellement, le pays dans lequel on fait partie là a favorisé les intérêts de l'Ouest au détriment des intérêts du Québec. Est-ce que ça se serait passé comme ça si on avait négocié nous-mêmes en fonction de nos seuls intérêts économiques, nos traités commerciaux? Bien sûr que non. Cela dit, là, les traités commerciaux, là, je pense que pour l'ensemble du monde, la façon dont ils ont été faits depuis les années 80, c'est vraiment, ils ont été faits de façon complètement antidémocratique. Ils ont graduellement, pas juste enlevé les barrières de tarifs entre les pays, ils ont donné des pouvoirs aux multinationales de poursuivre nos gouvernements quand ils jugeaient qu'ils faisaient obstacle à leur profit puis à leur commerce. Ça, là, puis devant quels tribunaux? Des tribunaux qui n'ont aucune base de légitimité démocratique. Merci. Okay. Ça me fâche. Mais en fait, ça, je pense que c'est quand même simplifier un peu l'enjeu. Parce que si le Québec déclarait l'indépendance, on aurait quand même à négocier avec les États-Unis pour l'accord de libre-échange. Puis moi, j'ai vraiment de la misère à imaginer le premier ministre du Québec contre, par exemple, l'administration Trump. On peut bien dire que le Québec va vouloir négocier dans ses propres intérêts, mais il y a quand même deux parties dans chaque négociation. Et quand on est juste 8 millions, au lieu de l'ensemble de la population canadienne, on a moins de leviers pour vraiment demander que nos termes soient respectés. Donc ça, je pense que c'est quelque chose qui a été négligé. On ne peut pas dire que l'ensemble des pays qui ont des accords d'échange avec le Canada vont nécessairement transférer ces accords-là au Québec sans une réouverture des négociations. En même temps, vous avez mentionné à propos du fromage, et moi je suis d'accord qu'il y a beaucoup de problèmes avec les accords de libre-échange, le fait qu'on peut se faire poursuivre par des tribunaux secrets si, par exemple, on passe des lois pour protéger l'environnement et que ça nuit à l'industrie pétrolière. Des compagnies chinoises peuvent nous poursuivre notre gouvernement derrière les tribunaux secrets. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très grave. C'est quand même important de s'opposer à ça. Mais la différence, c'est que moi, je crois que l'ensemble du Canada devrait s'opposer à ces accords-là. Puis je crois que si il y aurait un mouvement citoyen un peu plus fort au Canada, on aurait pu éviter la signature de ces accords-là. Donc moi, je crois qu'on peut quand même faire ça au sein du Canada et c'est pas nécessaire de devenir un pays pour négocier quelques accords. Il y a un dilemme souvent opposé dans le débat sur l'indépendance qui est on devrait sacrifier une part de notre liberté pour être plus fort dans un grand ensemble. Okay? Puis l'autre dit, on n'est pas obligé de sacrifier notre liberté pour être plus fort. Il faut voir le Québec indépendant et le Canada de demain comme étant des pays qui vont avoir parfois des intérêts communs et qui vont pouvoir s'allier quand il va s'agir de faire face aux États-Unis avec la même force. La différence, c'est que quand ils n'auront pas les mêmes intérêts, le Québec ne sera pas obligé de plier et de dire oui. Il va être un pays indépendant. Il va avoir des relations internationales importantes. Il va pouvoir faire des partenariats, comme le fait en ce moment le Canada des fois avec d'autres pays que les États-Unis, qui sont vastes. Le monde va être ouvert à nous. On va pouvoir avoir des alliances beaucoup plus vastes que juste les à peu près 30 millions de Canadiens qui, somme toute, n'ont vraiment pas de levier de négociation de toute façon, ni nous non plus, face aux États-Unis à l'heure actuelle. L'avenir du monde, la force des petits pays comme nous, puis je dis petits, plus grand que 3 fois la France, 5 fois l'Allemagne, 22 des 27 pays de l'Union européenne, quand même, avec une population plus grande que la moitié des pays du monde. Bon, quand même, je veux dire, petit, pas tant que ça, mais l'avenir de ces pays-là, c'est de faire des alliances, mais des alliances libres, pas des alliances dans lesquelles on monnaie une espèce de protection en gage et puis qu'on laisse aller notre liberté. On peut voir la collaboration. Et entre le Québec et le Canada, là, au moment où on va être indépendant, il y aura des traités de libre circulation de la main-d'œuvre. Pourquoi? Parce que ça va être dans notre intérêt mutuel. Le Canada va avoir avantage à ça, puis nous aussi. Il va y avoir des traités de libre circulation de la main-d'œuvre, des traités pour pouvoir aller étudier dans les autres universités. Puis toutes ces choses-là, c'est des choses qui sont possibles parce que ça va être mutuellement avantageux. Mais si on a tellement d'intérêts communs, pourquoi créer une frontière entre le Québec et le restant du Canada? Moi, je crois qu'on a quand même beaucoup plus d'intérêts communs que de divergences.
Donc, je crois que ça serait vraiment une erreur d'aller dans cette direction-là. Puis, en plus, vous avez parlé des États-Unis et que le Québec et le Canada indépendants pourraient faire front commun envers les États-Unis. Mais ça, en même temps, c'est une place dans une situation où c'est que les Américains peuvent jouer le Québec contre le Canada. Et par exemple, si les Américains trouvent que les Québécois sont trop exigeants, mais ils peuvent couper la frontière parce qu'on n'a pas des accords de signer. Donc, ils seraient quand même capables d'imposer ça pendant quelques années, détruire toute l'industrie québécoise, puis là, ensuite, nous faire signer un accord qui n'est pas avantageux pour le Québec. Ils peuvent déjà le faire. Mais s'ils le font maintenant, c'est l'ensemble du pays de plus que 30 millions et non un petit groupe au Québec. Donc, on a quand même plus de leviers au niveau canadien. Puis même avec le pétrole, les États-Unis ont besoin du pétrole canadien. Ils ne pourront pas couper l'accord de libre-échange à cause qu'ils ont besoin quand même des ressources naturelles canadiennes. Donc, je crois quand même qu'avoir cette union, cette fédération, nous aide économiquement et nous aide à se tenir contre les États-Unis. Elle ne nous aide pas économiquement et elle ne nous donne pas une puissance significative, puis elle ne nous donne pas une puissance qu'on ne pourrait pas avoir en faisant des alliances avec d'autres pays. Cela dit, à savoir, est-ce qu'on a des intérêts communs? Des fois, on a des intérêts communs, mais très souvent, on a des intérêts qui sont opposés. Le cas d'Énergie Est est un cas flagrant. Et moi, à savoir à quel moment est-ce que ça vaut la peine d'avoir sa liberté, ben, je me dis, moi, qu'il y aurait une seule décision, là, je veux dire, toutes les décisions dans lesquelles on est dans des accords, puis on est obligé de plier parce que c'est au Canada que ça se décide, ben, moi, ce sont des cas de trop, et ce sont des cas qui ne justifient pas quelques formes d'alliance qu'on peut de toute façon avoir entre pays indépendants. Bien, sur Énergie Est, moi je crois sincèrement que si le gouvernement du Québec serait opposé à Énergie Est, que le projet ne sera pas sur la table. Puis le fait qu'on a un gouvernement qui appuie activement, un gouvernement québécois qui appuie le pétrole et qui appuie ces oléoducs-là, mais ça ne nous aide pas. Donc c'est pour ça que moi je crois qu'on devrait changer les choses au provincial. D'ailleurs, le Parti du Québec réclame un droit de veto pour les projets d'oléoducs. Même si on serait un pays indépendant, le Canada pourrait quand même négocier une entente avec le Québec pour faire passer un oléoduc. Donc, juste parce que le Québec se sépare, ne veut pas dire qu'on peut couper tout le transport canadien à travers le Québec. Il va quand même falloir garder les frontières ouvertes. Donc, je trouve que même malgré le fait que c'est bien que le mouvement indépendantiste s'oppose maintenant à Énergie Est, il ne faut pas oublier non plus que malheureusement, vous n'êtes pas le seul parti indépendantiste et que c'est surtout le PQ qui va jouer un rôle important si le Québec devient un pays. Ce parti-là a appuyé le pétrole, ils ont appuyé Enbridge Ligue 9. Donc, il n'y a rien qui nous dit que le Québec, un pays, serait plus à gauche ou serait plus vert qu'il est en ce moment. Moi, je pense que c'est même le contraire, qu'un Québec indépendant serait plus porté à extraire ses ressources naturelles, on serait plus porté à forer pour le pétrole, pour justement alimenter notre économie qui serait compromis à cause de toute l'instabilité qui vient avec l'indépendance. Bon, plusieurs choses là-dedans. D'abord, le Québec, s'il décide ou non d'extraire ses ressources en pétrole, ça va dépendre de des facteurs qui ne sont pas liés au Canada. Est-ce qu'on va forer à Gaspé, mettre en péril l'eau potable des gens pour l'équivalent de la consommation de pétrole du Québec pour un mois? Ça ne vaut pas la peine. Il n'y a pas des ressources significatives et profitables de pétrole au Québec en ce moment connues, assurément. Et il n'y a rien qui indique ça. Maintenant, le Canada fait ce qu'il veut avec le transport de pétrole dans les provinces. Et les récents projets d'agrandissement de l'éoduc qui ont été décidés par le gouvernement de Trudeau en Colombie-Britannique montrent bien que l'opposition provinciale, ça ne vaut pas pour grand-chose. On n'a pas d'opposition provinciale à l'oléoduc. C'est ça le problème. Mais le problème, pourquoi est-ce qu'on n'a pas d'opposition? En ce moment, les libéraux qui sont au pouvoir, là, ils ont été élus par 29% des électeurs inscrits. Okay? Et avec même pas le tiers des électeurs inscrits qui les supportent, ils ont la même mise sur le pouvoir exécutif, sur le pouvoir législatif, puis ils nomment les juges. C'est un des régimes issus d'un empire colonial, il faut se le rappeler, et on n'a pas changé depuis ce temps-là notre régime politique. C'est un des plus centralisés au monde. Et il est conçu et maintenu pour préserver le conservatisme. Les Québécois prendraient des décisions différentes s'ils avaient le pouvoir de le faire. Mais c'est que nous ne sommes pas dans une démocratie qui est véritablement représentative.
Et des changements constitutionnels, les Québécois en ont espéré dans le Canada. En 90 avec Mitch, ils ont dit non. En 92 avec Charlottetown, ils ont dit non. Il n'y a aucun appétit au Canada pour ouvrir ce qu'ils considèrent comme étant une boîte de Pandore des changements constitutionnels. À un moment donné, il faut dire, bon, ils ne veulent pas changer, c'est correct. Mais n'attendons pas, changeons-nous nous-mêmes. Et ça, oui, c'est quoi l'impact positif que ça va avoir pour eux? C'est que le Québec indépendant, à mon avis, ça va brasser la cage au Canada et puis ça va aider tous ceux qui veulent des changements constitutionnels à finalement ouvrir ces discussions-là pour eux. Et puis je pense que ça va faire cheminer la démocratie partout dans nos peuples, enfin libres et qui collaborent et qui sont amis. Je vous laisse la conclusion pendant une minute. Si vous voulez revenir sur le sujet de l'économie, j'aimerais savoir qu'est-ce que vous répondez à Sol Zanetti qui dit que le Québec, en ce moment, n'a pas sa voix à l'international lorsque vient le temps de négocier les accords internationaux. Ou bien si vous voulez répondre sur autre chose par rapport à l'économie, vous avez une minute, vous avez la dernière minute. OK, mais en fait, juste pour conclure, pour répondre à propos de la réforme démocratique, parce que moi, je suis d'accord qu'il faut absolument réformer le système. On a un système qu'on vote une fois au cours de 4 ans au Québec et que le gouvernement est au pouvoir. Il n'y a absolument rien qu'on peut faire pour les enlever du pouvoir. Il n'y a aucun moyen d'avoir des référendums d'initiative populaire sur des enjeux précis. Il n'y a aucune manière qu'un citoyen peut présenter un projet de loi, par exemple, avec un certain nombre de signatures. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui va défendre la démocratie actuelle et le système de scrutin actuel que nous avons. Mais en même temps, ce n'est pas le Canada qui va empêcher le Québec de changer notre mode de scrutin. Non, mais c'est une part très infime de ce qu'on a besoin de changer dans notre démocratie. Le mode de scrutin, on pourrait le changer nous-mêmes, sauf qu'il y a beaucoup plus que ça à apporter. Merci. Donc, si vous voulez continuer, je n'ai pas prévu de questions sur les structures politiques, mais peut-être que dans la période de questions ou dans vos propos de conclusion, vous pourrez élaborer. Question 3. Maintenant, on parle d'environnement, donc ça devrait vous faire plaisir à vous deux. Alors, Météo Média a annoncé que l'année 2016 a fracassé le record de l'année la plus chaude connue jusqu'à maintenant à l'échelle mondiale. On sait que la lutte au changement climatique doit se faire de concert avec les autres nations du monde pour être efficace. Ces enjeux sont d'abord et avant tout des enjeux qui dépassent nos frontières et qui concernent l'ensemble de la communauté internationale. Donc, la question est la suivante. Les jeunes d'aujourd'hui s'identifient d'abord et avant tout comme citoyens et citoyennes du monde. Qui aurait la voix la plus forte sur la scène internationale pour défendre la protection de l'environnement? Le Canada ou le Québec? Donc, on va commencer avec M. Tirel et ensuite Zanetti. Et moi, je pense que le Canada peut vraiment en faire beaucoup pour l'environnement sur la scène internationale. C'est sûr qu'on a des problèmes avec les sables bitumineux. Mais en même temps, si on est capable de vraiment arrêter les sables bitumineux à l'intérieur du Canada, c'est notre position au Parti vert, on veut absolument arrêter ce pétrole-là, on peut quand même faire du progrès. Et le Canada est une voix beaucoup plus puissante sur la scène mondiale que le Québec indépendant le serait. D'ailleurs, en ce moment, on fait partie du G8, c'est un regroupement très puissant. Donc, si on veut vraiment pousser de l'avant, je pense qu'on est déjà équipé pour le faire sur la scène internationale au sein du Canada. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes, il n'y a pas des choses à améliorer. Ça ne veut pas dire que le gouvernement canadien actuel fait un bon travail. Mais moi, je crois sincèrement que s'il y aurait plus de gens qui s'impliquent en politique, qui se présentent, qui questionnent les politiciens, qu'on aurait un gouvernement beaucoup plus progressiste au sein du Canada et on pourrait vraiment pousser les autres pays à signer des accords comme l'accord de Paris, mais avec des cibles qui sont vraiment dans l'accord et qui sont enforçables. Parce que l'accord qu'on a signé actuellement, c'est sûr qu'il y a une cible de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degrés Celsius, mais il n'y a aucun entente pour comment le faire. Donc, c'est une base volontaire. Ceci étant dit, il y a beaucoup de gens qui disent que le Québec serait plus vert si on serait indépendant. Moi, je crois que c'est le contraire. Le Parti libéral du Québec, la Coalition Avenir Québec, des partis qui sont vraiment contre la protection de l'environnement, ne vont pas disparaître parce qu'on devient un pays. Ces gens-là, ils vont quand même être là et je crois que ça va être vraiment beaucoup plus difficile de convaincre les Québécois dans une situation d'instabilité économique de prendre l'action sur l'environnement et de contribuer des fonds publics pour la protection de l'environnement. Il faut aussi noter que le Canada a signé Kyoto, mais ils sont retirés par la suite. En même temps que le Canada faisait ça, au début des années 2000, le Québec demandait au Canada qu'on n'aille pas atteindre les mêmes cibles que le reste du pays parce qu'on a déjà de l'hydroélectricité. Il y a beaucoup de Québécois qui pensent que vu qu'on a de l'hydroélectricité, que nos émissions sont plus bas, qu'on est plus vert, mais selon moi, ce n'est pas le cas parce que n'importe quel pays qui aurait ces ressources-là aurait fait de l'hydroélectricité avec.
Bon, je reviens, je fais une petite parenthèse là. Bon, oubliez la question là, de l'instabilité économique, là. Tantôt on en a parlé. Moi je considère que les deux arguments que vous avez avancés, je les ai contredits. Maintenant, ne revenons pas là-dessus toujours comme une espèce d'épouvantail. Les pays qui ont fait leur indépendance depuis les années 60, là, il n'y en a pas un qui est revenu en arrière parce qu'il a jugé que même s'il a vécu des périodes troubles au début et qu'il y a toutes sortes de gens qui ont vécu toutes sortes de choses, il n'y en a pas un qui a jugé que ça valait la peine de laisser aller sa liberté, sa souveraineté, son indépendance. Aujourd'hui, demander au Canada s'il serait plus fort à aller avec les États-Unis, il serait beaucoup plus puissant, il y aurait un impact beaucoup plus grand sur la scène internationale. Imaginez en plus si le Québec s'alliait avec les États-Unis et la Chine. On serait une puissance pour des siècles. Vous sentiriez-vous plus puissant et plus influent sur le monde de demain? Non. Parce que vous seriez ultra minorisé et vous n'auriez plus de voix sur à rien. Je dis à rien. Bon, avec un A là, à rien de rien. Là, la question là, du Canada puis de l'environnement, il faut se le dire, depuis les années 70, le Canada a investi massivement dans le développement des sables bitumineux. Il a fait des investissements majeurs d'infrastructures et de technologies pour devenir un pétro-État. Il s'est enligné sur une logique extractiviste. Des milliards de dollars ont été mis là-dedans. Il ne va pas se virer sur un dixaine. Ça va prendre des décennies avant qu'il envisage de changer de voie. Le choix que notre génération a dans le 21e siècle, c'est de rester dans un régime politique pétro-étatique qui va avoir la majorité et dont les décisions vont se refléter à l'international, ou de prendre notre indépendance, d'avoir une véritable démocratie et de faire des choix démocratiques. Le défi, là, c'est pas juste le nôtre, c'est celui de tous les peuples du monde, le défi des changements climatiques. Merci. Et il faut... Donc, sur le sujet de l'environnement, vous avez 8 minutes d'échange tous les deux. Mais au niveau des sables bitumineux, j'ai l'impression, Sol, que tu as l'impression de dire que si le Québec quittait le Canada, que les sables bitumineux arrêteraient. Puis la réalité, c'est que l'environnement ne respecte pas les frontières. Si le Québec quitte le Canada, il y a quand même plus de chances que le pétrole canadien se développe davantage parce que l'opposition est moins forte, parce que le Québec n'est pas présent pour s'opposer. Et il faut savoir aussi que c'est quand même des députés élus par les citoyens du Québec qui ont contribué à ces décisions-là. D'ailleurs, le gouvernement Trudeau a gagné la majorité des sièges à la Chambre des communes au Québec. Donc, de prétendre qu'on est vraiment différent sur cet aspect-là, je pense que ce n'est pas un bon argument. OK. On n'est pas en démocratie représentative. Notre démocratie et les décisions qui sont prises ne représentent pas les décisions démocratiques. Je l'ai dit tantôt, on ne peut pas présumer des décisions que prendrait un peuple libre au moment où il est dans une structure qui muselle la démocratie. Même les gens qui votent, là, regardez aux élections, je sais pas, vous avez peut-être, certains d'entre vous ont déjà voté, d'autres ne l'ont pas fait. Il y a beaucoup de gens qui votent même pas pour un parti qui cautionne, ils votent parce que celui qui risque de prendre le pouvoir est tellement terrible et diabolique à leurs yeux qu'ils votent pour le deuxième moins pire. Alors on ne peut pas dire là-dedans que l'expression d'une démocratie saine. OK? Alors, ça, premièrement. Deuxièmement, le Québec n'a pas les moyens de bloquer ça parce qu'on est dans un régime qui dit le transport interprovincial d'hydrocarbures relève du gouvernement canadien. Le régime est fait pour pas qu'on puisse le bloquer. Comme Québec indépendant, évidemment, on ne peut pas les empêcher de l'exploiter. Par contre, on peut les empêcher d'avoir accès au marché européen puis de tripler leur production d'ici 2035 en passant à travers 860 de nos rivières. Pourquoi? Parce qu'on est un pays. Et si on n'est pas un pays, on ne peut pas le faire. À moins que là, 6 millions de Québécois aillent s'attacher avec des menottes après le chantier, là. Ça, peut-être que là, ils diraient qu'effectivement, ça ne se fait pas, mais nous, ce qu'on prend, c'est des moyens politiques. Il faut se donner les moyens politiques de nos ambitions. Mais... Là-dessus, juste, j'avais une sous-question qui rejoint ça. Vous parliez tantôt des oléoducs, M. Tirel. Il y en a plusieurs aussi qui vont venir traverser tout près de chez nous, donc c'est un enjeu très local. Dans le cadre actuel, le Canada a le pouvoir d'imposer sa volonté au Québec. Comment est-ce que vous répondez à ça? Bien, c'est sûr que dans la Constitution, c'est marqué que le Canada a la juridiction sur les oléoducs. Mais ça ne veut pas dire que le gouvernement du Québec et les citoyens du Québec ne peuvent pas exercer une pression pour bloquer ces oléoducs-là. Et moi, je crois profondément que si le gouvernement du Québec, le gouvernement Couillard, serait opposé à ces oléoducs-là, que le fédéral n'oserait même pas tenter de les imposer.
Mais c'est le contraire. Le gouvernement libéral de Philippe Couillard donne le feu vert justement à ces industries-là, adopte des lois pour permettre à l'industrie pétrolière de rentrer au Québec. On s'en va vers le deuxième débat sur les gaz de schiste bientôt. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire au sein du Canada. Et moi, je crois que ce serait une mauvaise idée de jeter l'éponge et de dire qu'on a tout fait ce qu'on pouvait au Canada, puis là, il faut absolument devenir un pays. On ne veut plus essayer de travailler ensemble, alors qu'on a beaucoup en commun. Et d'ailleurs, il y a des gens à travers le Canada qui s'opposent au sable bitumineux. Ce n'est pas unique au Québec, cette opposition-là. Donc, de dire qu'on est différent que les autres et il faut des frontières, je trouve que ce n'est pas un bon argument. Et d'ailleurs, ce que le Parti vert du Québec propose, c'est justement d'aller chercher ce pouvoir de veto-là pour pouvoir bloquer ces projets d'oléoduc. Et je crois sincèrement que si la société civile québécoise et les partis politiques se mettraient ensemble pour dire « nous voulons le droit de veto », pas seulement pour le Québec, mais pour chaque province, ça serait quelque chose qui pourrait vraiment empêcher l'étalement de l'industrie pétrolière. Si pour NRJS, on aurait été obligé d'avoir l'approbation d'Alberta, Saskatchewan, Manitoba, Ontario, Québec, Nouveau-Brunswick, ça serait beaucoup plus difficile. Donc, moi, je crois qu'il y a quand même des ajustements à faire au sein de la fédération, mais moi, je ne suis pas prêt à jeter l'éponge et dire que nous avons tenté tout ce qu'on pouvait et qu'il n'y a absolument rien à faire. Justement, un droit de veto pour les provinces, ça nécessiterait un changement d'ordre constitutionnel, et ça, l'histoire assez récente nous dit bien que c'est verrouillé à double tour. Jeter l'éponge. Moi, je pense qu'il ne s'agit pas de jeter l'éponge, il s'agit de porter un regard lucide sur les intérêts en place. Les États ont la politique de leurs intérêts. Ils prennent des décisions en fonction de leurs intérêts. Les intérêts en ce moment là, pétroliers liés à NRJS là, fait en sorte qu'ils sont absolument pas ouverts à ça. Et un pays, un parti, par exemple, qui aurait prôné aux élections fédérales dernières, disons, la non-exploitation des sables bitumineux et l'abandon des projets de l'oléoduc, il n'aurait pas été élu par la majorité canadienne. Pourquoi? Parce que l'économie de l'Ouest est complètement dépendante de ça. Elle est ultra dépendante de ce secteur de l'économie-là. Et dès que le secteur tousse ou que les baisses du pétrole descendent, les cours du pétrole baissent, pardon, ils sont dans des gros problèmes. Et puis ça les met complètement à plat. Tandis que le Québec a une économie par rapport à ça qui est beaucoup plus diversifiée et beaucoup plus solide face à ces chocs-là. Si on veut vraiment, là, c'est parce qu'on peut toujours dire, c'est comme un niveau de... Le débat finalement entre moi et M. Tirel, c'est est-ce qu'il suffit d'être une province pour faire ça ou est-ce qu'on a besoin des pouvoirs d'un pays? C'est ça le débat qu'on est en train d'avoir. Mais là-dessus, ça, je pense que le pouvoir du pays, c'est le pouvoir du Canada, justement, de restreindre les sables bitumineux. Parce que si un gouvernement canadien courageux, assez courageux pour faire face à l'industrie pétrolière, dirait, mais tu sais, Alberta, vous avez été favorisé pendant trop longtemps, vous avez construit votre industrie avec des subventions fédérales, et maintenant, c'est le moment de diversifier et de poser des gestes concrets pour diversifier l'économie de l'Alberta. Je pense que ça serait vraiment une bonne solution. Donc, c'est le pouvoir de l'ensemble des provinces qui peuvent restreindre des sables bitumineux. Moi, je pense qu'il faut les aider, l'Ouest, les supporter, okay? Ceux qui sont opposés aux sables bitumineux dans l'Ouest, là, il faut les supporter en se donnant le pouvoir de dire non à NRJS. Comme ça va les aider. Ils vont être bien contents. Comme la plupart d'eux étaient bien contents qu'Obama dise non à Keystone XL. Là, Trump va adopter Keystone XL. Il va probablement vouloir faire passer. Mais ils étaient bien contents qu'un pays soit là pour dire non et qu'il ait le pouvoir de dire non à ce projet-là. Et puis, s'il y en avait un autre là, qui pouvait, là, vers le marché européen, dire non, je pense que ces gens-là seraient bien contents parce qu'ils voient bien qu'eux n'ont pas le pouvoir de le faire et que nous, on n'a pas le pouvoir de le faire non plus comme province. Mais si ce truc-là pourrait être construit tout de même, il pourrait juste passer aux États-Unis, faire le tour du Québec, puis s'en aller au Nouveau-Brunswick. Oui. Donc, peut-être tu peux éviter le viaduc sur le territoire québécois, mais tu ne vas jamais être capable de bloquer les sables bitumineux. Bien sûr. Et on n'ira pas dire aux Américains quoi faire. Je pense que la responsabilité de protéger le territoire, c'est quelque chose qui incombe à tous les citoyens du monde. Ça incombe aux Américains la responsabilité de protéger leur territoire. En ce moment, pourquoi est-ce qu'ils ne le feront pas? Parce que les Américains ne vivent pas en démocratie. Je m'excuse, mais il a eu combien de pourcentage d'appui, celui qui en ce moment dirige les États-Unis? Il a eu un peu plus de 20% d'appui des électeurs inscrits. Vous allez me dire, il y a un faible taux de participation.
Il y a toutes sortes de raisons qui musaient dans certains États la participation électorale des classes les plus défavorisées, entre autres, pour favoriser les républicains. Il y a des immenses problèmes démocratiques. Le régime politique américain, étant donné qu'il ne limite pas le financement des compagnies privées aux politiciens, il est complètement contrôlé. Alors, les Américains ont la responsabilité de se donner une démocratie et de protéger leur territoire. Les Canadiens ont la responsabilité de le faire aussi. Et nous, on ne peut pas abdiquer notre responsabilité. On doit le faire aussi. Merci. C'est ce qui conclut sur ce segment sur l'environnement. Donc, question 4. Le monde est composé de plusieurs nations, chacune avec sa culture propre et sa langue. Au Québec, il existe plusieurs nations, dont 11 nations autochtones, en plus de la nation québécoise. Les frontières du Québec sont assez bien définies, mais celles des populations des Premières Nations ne le sont pas. Les langues autochtones sont en voie de disparition et le français est également menacé. En effet, il y a moins de la moitié de la population montréalaise qui a le français comme langue maternelle. Voici donc mes 2 questions. Cette fois-ci, je me suis gâtée, j'en ai fait 2, une pour chacun de vous. Alors, dans un monde de plus en plus mondialisé, ne devrions-nous pas militer pour la disparition des frontières plutôt que pour l'apparition d'un plus grand nombre de frontières? Et M. Tirel, parce que vous avez compris que ça s'adressait surtout à Zanetti. Donc, M. Tirel, comment ferons-nous pour protéger notre langue et notre culture à l'intérieur du Canada pour les années à venir? C'est qui en premier? Ah, oui, excusez, j'ai oublié de dire. C'est Sol Zanetti et ensuite Alex Tirel. OK. Les frontières, là, c'est pas une affaire qui est terrible et qui est immorale, etc. Les frontières, ça délimite des démocraties. Donc, dans un monde idéal, là, il n'y en a pas beaucoup de démocraties idéales dans le monde dans lequel on est. C'est quelque chose qui est à venir, c'est le défi de notre génération. Mais ça sert aussi à ça. Dire qu'on devrait abolir les frontières, là, c'est qu'on dit, au fond, n'importe qui devrait pouvoir venir faire n'importe quoi, n'importe où. Ça voudrait dire que n'importe quelle compagnie devrait venir ici exploiter les richesses naturelles qui sont sur notre territoire en payant aucune redevance. Puis tout ça. Est-ce que c'est ça qu'on veut en abolissant les frontières? Je pense que viser ça, il faut voir de qui ça fait l'intérêt. Okay? Nous, on a intérêt, l'idée là, de faire un pays, c'est pas pour triper à avoir une frontière. C'est l'idée de pouvoir décider de ce qui se passe dans notre cour. En ce moment, là, si la frontière, ça me permet d'éviter des déversements de pétrole qui mettent en péril la moitié, l'eau potable de presque la moitié de la population du Québec, moi j'en veux une frontière. Si ça me permet de dire que on protège, par exemple, l'agriculture locale, puis qu'on se donne une souveraineté alimentaire, puis qu'on devient plus autosuffisant, puis qu'on protège notre marché, par exemple, des œufs, puis du lait, puis de ces choses-là, de la compétition de super industries qui font de la nourriture de moins bonne qualité, puis qui voyagent, puis qui dépensent, qui créent des gaz à effet de serre à circuler, j'en veux une frontière. Une frontière, c'est pas si terrible que ça. Et pourquoi est-ce que le monde s'en donne de plus en plus? C'est parce que les gens veulent avoir un contrôle sur ce qui se passe. Ils veulent pas toujours être dépossédés. Je vais juste me prendre un verre d'eau. Au niveau du français, je trouve que c'est quand même très important de protéger le français. Mais en même temps, on a déjà eu la loi 101, puis il y a beaucoup de changements qui ont été faits, il y a beaucoup de progrès qui ont été faits. Quand on parle de 50% des Montréalais qui n'ont pas le français comme langue maternelle, ça inclut toutes les autres langues. Donc, il peut y avoir des gens qui ont appris d'autres langues, mais qui, là, parlent français en public, au travail, etc., qui ne font pas partie du 50% que vous avez décrit. En même temps, on a les nations autochtones, et on a quand même un problème historique extrêmement grave au Canada avec le racisme et la discrimination envers les peuples autochtones. Et selon nous, au Parti vert, c'est vraiment à notre génération de corriger ce problème historique-là et de vraiment mettre les ressources dans les communautés autochtones pour régler tous les problèmes qu'on a imposés à ce peuple-là qu'on a colonisé. Ça touche à l'environnement, ça touche aussi l'aspect social et ça touche aussi la langue parce que originalement, il y avait plus qu'une cinquantaine de langues autochtones au Canada et là, on a perdu beaucoup. Le gouvernement fédéral a tenté de faire un génocide culturel, de vraiment détruire toute cette culture-là, détruire les langues. Et là, il faut vraiment investir beaucoup,
rapidement pour reprendre ces langues-là et les revaloriser. Donc, ce n'est pas uniquement le français qui souffre, mais c'est aussi les langues autochtones. Et je crois qu'on peut faire beaucoup mieux. Quand on entend des fois le mouvement indépendantiste, et je ne parle pas de M. Zanetti, mais plutôt du Parti québécois, dire qu'on voudrait interdire les francophones d'aller au cégep en anglais et d'apprendre une deuxième langue, moi je trouve que ça c'est extrêmement problématique parce que avoir la connaissance de plus qu'une langue, ça crée quand même des opportunités. Quand on veut voyager, on peut parler avec beaucoup plus de gens. Là, on a l'Internet avec la mondialisation. Et c'est important de pouvoir communiquer avec des gens à l'extérieur du Québec et pas de s'isoler. Donc, c'est important d'apprendre plus de langues. Et au niveau des immigrants, c'est sûr qu'il y a un manque de cours de français, un manque de financement pour ces cours-là. Il y a beaucoup qu'on peut faire à l'intérieur du Canada pour valoriser la langue française, pas seulement au Québec, mais à travers l'ensemble du Canada, puis c'est quand même beaucoup de francophones à l'extérieur du Québec. Donc, on va ouvrir la période de débat, puis je vais tout de suite vous lancer des sous-questions. D'ailleurs, vous m'avez ouvert la porte. Pensez-vous que l'indépendance du Québec risque de menacer la survie des communautés francophones hors Québec? Pour vous, Zanetti, et pour M. Tirel, est-ce que la Constitution canadienne actuelle ne menace pas la survie de la société distincte québécoise? Donc, vos deux questions, vous avez 8 minutes de débat. Okay. Allez-y. En fait, ce qui cause l'assimilation des Canadiens français hors Québec, là, des Franco-Canadiens, c'est le régime canadien lui-même. Le régime canadien, en plus, antagonise nos intérêts. Le cas des commissions scolaires du Yukon, récemment, là, dans les dernières années, le montre bien. C'est-à-dire que les lois qui sont faites pour favoriser la minorité francophone au Canada, okay, puis le Québec, même le gouvernement libéral de Couillard, s'y oppose. Pourquoi? Parce que ça créerait des brèches dans la protection de la langue française qui est majoritaire au Québec. Alors, tant qu'on reste dans le régime canadien, les intérêts des minorités franco-canadiennes sur la préservation de la langue comme minorité et les intérêts des Québécois de préservation de la langue comme majorité sont opposés, antagonisés et ils argumentent, ils se combattent en cours. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les mêmes intérêts. En ce moment, ce qu'il faut savoir, là, c'est que en dehors du Québec, les francophones hors Québec s'assimilent à l'anglais à 50% à tous les 50 ans, sauf au Nouveau-Brunswick, c'est 25%. Le Manitoba, en 1870, quand il est entré dans la Confédération, était majoritairement francophone. Aujourd'hui, après 90 ans d'interdiction de la langue française, des politiques d'immigration anti-francophones, ils sont 2%. Ça a très bien marché. Ce pays qui se présente comme le champion de la diversité culturelle dans le monde, ne tient pas ses promesses. Parlez-en aux Franco-Canadiens, parlez-en aux Autochtones. Ce qui va vraiment préserver le français au Québec, en fait, c'est le fait d'être un pays. Qu'est-ce que ça va changer d'être un pays? C'est assez simple. C'est que les immigrants qui vont venir vont savoir qu'on va dans un pays dans lequel la langue commune, c'est le français. Aujourd'hui, ils arrivent au Québec, puis on leur dit, c'est un pays bilingue, vous pouvez parler la langue que vous voulez, etc. Ce qui fait que, contrairement au Canada où 99% des immigrants s'intègrent à l'anglais, au Québec, 50% s'intègrent au français, 50% à l'anglais, alors que, normalement, la communauté historique anglophone correspond à peu près à 8% de la population. Pourquoi il y a un si grand déséquilibre? C'est parce que c'est le Canada qui accueille les immigrants, même si on choisit une partie de l'immigration au Québec en fonction de critères francophones, critères tenant en compte le français. C'est quand même ça la dynamique. Alors, dans un Québec indépendant, qu'est-ce qui va arriver? Le taux d'intégration des immigrants à la communauté francophone va être beaucoup plus normal. Il va ressembler davantage à ce qu'il est dans le reste du Canada. Puis on ne dit pas que les Canadiens sont des assimilateurs, là, pour autant. C'est juste que l'équilibre va être différent. Et en réponse à la question à propos, est-ce que la Constitution canadienne empêche le français de progresser? Je pense que la réponse, c'est non. On a besoin quand même de protéger les minorités linguistiques, que ce soit au Québec ou au sein du Canada. Et je crois que si le Québec quitterait le Canada, les francophones dans le reste du Canada, les Québécois qui sont fait leur vie dans d'autres provinces, seraient désavantagés. Ce serait difficile de croire que le gouvernement fédéral va garder le statut de bilingue si le Québec n'est pas au sein de la fédération. Au niveau des immigrants, je pense que c'est important de considérer que quand un immigrant arrive au Québec, c'est sûr que le Québec est français, mais il y a quand même
les États-Unis qui sont collés et aussi le Canada à côté. L'anglais est quand même présent au Québec et restera présent au Québec, peu importe si on est un pays ou non. C'est quand même un outil très important. Bien sûr. Et au niveau de pourquoi est-ce que ces gens-là apprennent pas le français, moi je pense que c'est vraiment un manque de ressources. Un manque de ressources, de formation surtout. Et je crois que ça serait beaucoup plus simple d'offrir ces ressources-là au lieu d'adopter des lois pour empêcher certaines personnes pour avoir accès, par exemple, à l'éducation en anglais. L'idée là, de la protection de la langue française au Québec, il n'y a personne qui dit qu'il faut empêcher les gens d'apprendre des langues. Okay? L'idée, là, c'est que de faire le français la langue commune, pas la seule langue au Québec. La langue commune, celle que minimalement tout le monde parle, même si c'est pas leur langue maternelle, puis même s'ils en parlent plein d'autres. Le Québec, là, je pense, on va voir les chiffres, et je pense que c'est la province la plus bilingue au Canada. C'est-à-dire que on parle beaucoup l'anglais, puis c'est une bonne chose de maîtriser l'anglais. C'est une bonne chose de maîtriser plusieurs langues internationales. C'est une force, et ce n'est absolument pas incompatible avec la préservation de la langue commune du français. Et c'est nécessaire d'avoir des langues, des mesures qui sont différentes, étant donné notre situation en Amérique du Nord. T'sais, pour que le Japon fasse affaire avec le reste du monde, là, il n'est pas obligé d'aller à l'école en anglais. T'sais, on peut apprendre des langues autrement. Les pays européens là, sont des modèles là-dedans. Regardez les Néerlandais, ils parlent toutes sortes de langues, presque sans accent. C'en est presque frustrant. Tu te dis, mais comment ils font? Puis, moi, je vois le Québec indépendant comme un pays comme ça, éminemment le plus polyglotte d'Amérique du Nord. Et c'est à valoriser. Mais on n'est pas obligé de le faire au détriment de la culture du français. Mais juste une question un peu plus concrète. Qu'est-ce que le Québec pourrait faire comme pays pour protéger le français qu'on ne peut pas faire dans la situation actuelle? Ben, par exemple, la loi 101 qui a été mise en action, je pense, en 1977, elle a été largement charcutée par la Constitution canadienne. Plein de dispositions qu'elle avait étaient considérées comme inapplicables. Là, je ne pourrais pas tous les nommer parce que je pense qu'il y en a eu plus de 200 modifications, mais il faudrait vérifier. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre là-dessus récemment, je n'en revenais pas. D'une part. D'autre part, c'est tout l'accueil des immigrants. C'est que dans la promotion qu'on leur fait avant qu'ils arrivent, ils sauraient à quoi s'attendre et ils feraient le choix de venir vivre en français au Québec. Ça changerait beaucoup de choses. Je pense que les immigrants, à l'heure actuelle, sont capables de regarder le Québec et regarder les statistiques et s'informer sur quelles langues sont parlées dans quelle région du Québec. Je pense pas que le fait que... Alors pourquoi ça marche pas? Pourquoi il y a 50% qui vont seulement s'intégrer à la communauté francophone et 50% à la communauté anglophone? Mais encore, je pense que c'est un manque de ressources au niveau de la formation. Il y a un manque de ressources, ça c'est clair. Il faut augmenter les ressources, mais c'est pas... c'est pas obligatoire de devenir un pays pour augmenter les ressources de formation. Non, mais ça c'est une partie de l'affaire. Mais c'est important d'aller jusqu'au bout. Mais juste plus concrètement, c'est quoi les changements qu'un Québec indépendant pourrait apporter sur la francophonie que nous ne sommes pas capables de faire maintenant parce que nous sommes interdits par le gouvernement fédéral? Ben, par exemple, on pourrait dire avoir des critères davantage axés sur le français pour les immigrants de catégorie économique. Évidemment, ça exclut la question des réfugiés qui viennent puis on doit les accueillir pour des raisons humanitaires en fonction de nos capacités d'accueil, puis on doit faire notre part juste par rapport aux autres pays qui sont en mesure de le faire. Puis d'une part, ben il y a toutes ces mesures-là. Puis sinon, ben c'est ça. Moi, je voudrais faire à la version originelle de la loi 101, la question de l'affichage. La loi 101, d'ailleurs, considère qu'il est possible dans des municipalités qui ont plus de 50% d'anglophones d'avoir des services en anglais. Et ça, moi, c'est quelque chose que je pense qui doit être maintenu. Maintenant, c'est ça. Comment est-ce que le français au Québec recule? J'invite à regarder dans le livre qui fait dire oui, j'en ai des copies pour tout le monde, le chapitre sur le français qui montre la tendance qui est à la décroissance. Et je pense que c'est important d'agir là-dessus. Puis, ben, je t'ai donné quelques pistes. Là. Au niveau des immigrants, le Québec a déjà beaucoup de pouvoir de sélection de ces immigrants. On choisit déjà 70% des gens qui sont acceptés. Alors, pourquoi ça ne marche pas? On va refaire la même chose. Ben, c'est parce qu'il n'y a pas assez de ressources, mais aussi parce qu'en amont, la publicité n'est pas la même. Et puis, l'accueil n'est pas la même. Et la chose qu'on raconte à l'immigrant, que le gouvernement du Canada raconte à l'immigrant pour lui présenter l'histoire du Canada, puis notre histoire à nous non plus, c'est pas la même. C'est pas la même chose. Ça serait différent si on les accueillait nous-mêmes. Ils sentiraient qu'ils arrivent au Québec. Là, ils sentent qu'ils arrivent au Canada. Et puis, il y a comme ça crée une espèce de, des fois, un conflit identitaire, tu sais, un conflit identitaire. C'est le Canada ou le Québec qui les accueille. Tu sais, les migrants qui arrivent à Trois-Rivières, là, c'est le Canada qui l'accueille dans la théorie,
mais c'est le Québec qui l'accueille dans la réalité. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a cette distance-là? Je pense que les immigrants sont à mesure de savoir que le Québec est reconnu comme nation au sein du Canada. Ils sont à mesure de savoir que Trois-Rivières, c'est une ville francophone. Ils sont capables de faire la différence sur ces questions-là. Et je trouve que la lutte pour l'indépendance est surtout une lutte idéologique pour changer... L'écosocialisme, c'est idéologique pas à peu près, là? Bon, mais c'est quoi le problème avec le fait d'avoir une idéologie? Mais vous avez parlé de sentiment. Et selon moi, le sentiment et l'appartenance, c'est pas une raison suffisante pour faire des changements majeurs au sein du pays. Donc, les principaux arguments que j'ai amenés, c'est quand même l'environnement, les traités économiques, la démocratie, etc. J'aurais pu, mais j'ai même pas parlé de sentiments, par exemple. Pas encore. Ben là, OK. Je vois que les esprits s'échauffent et tout, mais je suis convaincue que vous avez soulevé plusieurs questions à travers notre auditoire. Alors, on a 30 minutes environ pour des questions. Donc, faites-moi signe quand vous avez une question à poser. Je vais vous donner... Donc, faites-moi signe quand vous avez une question. Je vais essayer aussi de répartir les questions. Si je vois qu'il y a des questions qui sont tout le temps dirigées vers un de nos deux invités, j'essaierai d'aller chercher des questions pour l'autre puis s'assurer qu'il y a des temps de parole équivalents. Oui, Jacob. Oui. Vous parlez des immigrants, dans le fond, quand ils viennent au Québec. Moi, ça ou lui? Vous. Oui. Vous parlez quand ils viennent au Québec, dans le fond, qui s'entendent, qui viennent au Canada, dans le fond, qui n'ont pas nécessairement conscience que c'est la langue française qu'on parle en premier. Mais si par exemple, ce serait un immigrant aux États-Unis, s'il immigrait en Californie ou en Alaska, c'est pas les mêmes conditions climatiques, puis je pense qu'il y a juste des attentes envers ça, même si ça reste dans le pays des États-Unis. Je pense que ça devient de la tâche de l'immigrant, en fait, de s'informer où ce qu'il migre, puis de s'adapter, dans le fond, en conséquence du lieu qu'il décide de déménager ou d'aller vivre. Donc, Est-ce qu'il y a une question? Y a-t-il une question? C'est une question sur pourquoi, dans le fond, est-ce qu'eux, ils ne seraient pas capables de savoir qu'ils viennent au Québec et c'est en français. Donc, est-ce que les immigrants, est-ce que c'est pas la responsabilité finalement de l'immigrant de s'informer sur les particularités de son pays d'accueil? Est-ce que vous voulez répondre les deux? Ben, moi, je pense que c'est une responsabilité qui est bilatérale. C'est-à-dire que nous, on a une responsabilité de les informer, puis on a une responsabilité de s'informer aussi. Mais essentiellement, dans leur démarche d'information, ils vont commencer par prendre l'information que le pays hôte leur donne. Est-ce que ça devrait être comme ça, si ça devrait être autrement, je ne sais pas, mais c'est comme ça. Alors, il faut faire avec, puis on peut, je pense, changer cette chose-là. En fait, je pense qu'il y a très peu d'immigrants qui s'installent à Trois-Rivières, par exemple, sans savoir que c'est une ville francophone. Donc, je pense que ces gens-là sont quand même capables de faire la différence et de choisir où, au sein du Canada, ils veulent résider. Merci. Question? On parle de l'immigration. J'ai écouté une émission à Radio-Canada, puis il y avait une Française qui voulait immigrer au Québec. Elle a fait son examen pour devenir citoyenne canadienne en anglais, parce qu'il coûtait moins cher que celui en français, et est allée le passer en Ontario. Donc, c'est quand même problématique. Puis, au niveau de l'aide gouvernementale pour apprendre le français au Québec, de part et d'autre, tant au niveau du fédéral que provincial, il y a un sous-financement. Puis Charest a coupé plein de classes au niveau justement de la francisation. Donc, est-ce que dans le fond, rester dans le Canada, ça nous aide ou ça nous nuit? Ou ça serait pas mieux peut-être de devenir un pays puis d'imposer justement l'apprentissage du français? Votre question, est-ce qu'elle est pour M. Tirel? C'est pas pour M. Tirel. Moi, je pense que c'est important de vraiment améliorer le gouvernement provincial parce que le fait que le provincial n'investisse pas dans les cours d'apprentissage de français, ça n'a rien à voir avec le fédéral. C'est une décision du gouvernement du Québec qui impose l'austérité, qui a une idéologie de droite économique, qui veut couper tous les services et pas taxer les riches, pas augmenter les taxes, pas augmenter les redevances minières. Donc ça, c'est une question de priorité. Et ils ont imposé de l'austérité à travers de presque tous les programmes. Donc ça, c'est des choses qu'on peut régler au sein du Canada. On n'est pas obligé de devenir un pays indépendant pour faire des investissements en apprentissage de français. J'ai un petit droit de réplique. Par rapport à la question de l'austérité, c'est une chose dont on parle rarement, mais notre position en Canada favorise les politiques d'austérité et les partis qui les prônent. Pourquoi? Essentiellement, je vais donner l'exemple, simplement l'exemple de la santé en ce moment. Le bon ministre Barrette a réalisé les limites du régime canadien récemment
Pourquoi? Parce qu'il a perdu une bataille sur les transferts en santé. Normalement, là, la santé, ça devrait être de juridiction uniquement provinciale, mais même dans les champs de compétences qui ne sont pas là, le gouvernement canadien s'arroge un pouvoir de dépenser de l'argent où il veut, donc d'orienter nos dépenses. Quand le gouvernement canadien donne de l'argent quelque part, c'est qu'il y a de l'argent qu'on lui a envoyé, puis là, il dit « je vais le mettre là-dedans, puis tu peux rien dire ». Là, il y a des transferts en santé qui transitent par le gouvernement fédéral, puis qui nous reviennent. Et quand le gouvernement fédéral décide de les baisser, comme il a décidé de faire là, de baisser l'augmentation de 6 à 3 %, ce que ça fait, c'est que nous, il va nous manquer des centaines de millions. Puis pour pouvoir combler ces déficits-là, c'est notre argent. Là, on dit, hey, notre argent qu'on t'envoie, redonne-nous-la pour ça. Il dit non, puis on n'a pas de pouvoir là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Ben là, il faut monter les impôts ou couper dans des services. Alors c'est un dilemme dans lequel on est confronté de façon structurelle lorsqu'on laisse un autre État qui a d'autres intérêts et d'autres réalités décider de où va notre argent. Donc les politiques d'austérité, c'est quelque chose qui va arriver de plus en plus avec l'écart du équilibre fiscal qu'on attend dans les prochaines années, selon une étude du Conference Board publiée en 2015. Juste rapidement là-dessus, c'est l'ensemble des provinces qui doivent s'entendre avec le fédéral pour les transferts en santé. Et ça ne marche pas. Je sais, mais c'est pas quelque chose qui est unique au Québec. C'est quand même un enjeu à travers le Canada. Chaque province a de la misère à s'entendre au fédéral à propos des transferts en santé. Il y a toujours une négociation des deux bords sur cet enjeu-là. Ils devraient tous devenir indépendants, alors, s'ils sont honnêtes. mais pourquoi pas? C'est beaucoup trop gros, cette affaire-là, 30 millions de personnes réparties sur la deuxième plus grosse superficie de pays au monde. T'sais, comment voulez-vous avoir une proximité entre le citoyen et le pouvoir dans une structure aussi décentralisée et à la fois aussi vaste? Mais c'est pas une question que je pose, c'est une question rhétorique. Ok, vas-y. Bon, j'en ai dit. Je pense que la majorité ici, c'est des étudiants d'économie et de philosophie, mais ça se peut que je me trompe, je ne vais pas demander. Québec et ses régions, culture et médias, et actualité économique, et enjeux sociopolitiques. Bon. Et peut-être... D'abord, je vais y aller pareil avec des questions d'économie et de philosophie, parce que c'est quand même intéressant. Donc, je vais y aller avec deux petites questions. Premièrement, c'est quoi votre argument préféré en faveur de votre position donc, économique, donc votre argument économique préféré? Et mon deuxième question, quel est votre sophisme que vous adorez le plus utiliser selon votre position aussi? Que les autres utilisent ou que nous, on ne dit pas que je n'utilise pas de sophisme. Un professeur de philosophie qui n'utilise pas du sophisme. Ben voilà. Ça serait surprenant, mais en tout cas, je suis sûr que tu n'utiliseras tantôt. Ok, donc la question, chacun... donc, votre question, chacun, vous dites votre argument économique préféré en faveur de votre position et votre sophisme préféré en faveur de votre position, même si vous ne l'utilisez pas. Donc, allez-y, comme vous voulez. OK, bon, l'argument économique, en fait, c'est la question de la marge de manœuvre économique. En ce moment, là, notre marge de manœuvre économique au Québec, elle est ultra mince parce qu'on est pris avec, puis c'est une bonne chose, je veux dire, le problème, c'est qu'on a juste ça, des responsabilités qui sont extrêmement coûteuses et dont les coûts augmentent, mais on n'a pas les revenus pour y faire face, OK? On a la santé, l'éducation, ces choses-là. La marge de manœuvre du Québec-province est minime. La marge de manœuvre économique, elle se trouve dans notre pays actuel, là, elle se trouve au niveau canadien. Et c'est lui qui peut faire des gros investissements structuraux, qui va mettre 10 milliards par-ci, 10 milliards par-là, dans des investissements qui vont favoriser certaines régions du Canada. Et faire l'indépendance, c'est récupérer notre part de marge de manœuvre pour pouvoir être assuré qu'elle va aller dans nos forces, nos ressources stratégiques, dans nos secteurs d'économie qui ont besoin d'avoir un coup de pouce pour se développer et pour qu'on devienne des leaders internationaux. Alors ça, c'est l'argument préféré le plus... Et sinon, le sophisme que j'entends le plus souvent de l'autre côté, c'est la caricature. La caricature, l'homme de paille, c'est en fait l'idée de dire, prendre une position, puis là, la déformer pour la rendre plus facile à attaquer. Hein? Quand on dit alors les indépendantistes, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est se replier sur eux-mêmes. Alors évidemment, à partir du moment où tu dis replier sur eux-mêmes, c'est super négatif. Alors tu dis, ah, ben alors je suis contre l'indépendance. Mais c'est quoi cette affaire-là? Est-ce que les Italiens, là, parce qu'ils ne veulent pas fusionner avec la France, même si ce n'est pas un enjeu, est-ce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes? Les Canadiens, est-ce qu'ils veulent fusionner avec les États-Unis? Non. Est-ce qu'ils sont repliés sur eux-mêmes? Ben non. Ils
valorise la liberté. Ton côté? Il y a des services du côté de l'indépendance? Non. Non? Ah ben, Moi, j'en utilise pas. peut-être que M. Tyrell Pourrait en aura identifier. le goût de sortir un sophisme indépendantiste. Donc, à votre tour de répondre. Mais au niveau de l'économie, je pense, en termes généraux, que nous sommes vraiment plus forts unis. Donc, je crois que c'est vraiment, ça serait une erreur de prendre tous ces risques-là. Tu sais, au niveau du mouvement indépendantiste, je crois que c'est vraiment des arguments émotionnels qui sont utilisés beaucoup. Puis je crois qu'on devrait se baser plus sur des enjeux concrets. Qu'est-ce qu'on veut changer? Quelle sorte de société qu'on veut? Et voir ce qu'on peut faire à l'intérieur de la fédération pour atteindre ces objectifs-là. J'ai pas utilisé un argument émotionnel ce soir, malgré que ça ne veut pas dire par là que je cautionne leur dévalorisation, mais je n'en ai pas utilisé aucun. Puis je pense pas qu'il y en ait dans le livre qui fait dire oui non plus. Mais vous faites ça. Quelqu'un d'autre? Une autre question? Il y avait une question de Jacob dans le fond. Ouais, mais j'avais dit tantôt, il y en avait une par là que j'avais pas vue. Là. Ben, allez-y. Bon, bien que ce soit une belle utopie, vous n'avez pas tellement, à mon goût, bien répondu à la première question au niveau démographique et régional. C'est l'enseignante Nathalie Girard, enseignante de géographie du cours Québec et ses régions. Ils ont fait un super beau travail sur la démographie, fait que j'aimerais bien qu'on m'entende un petit peu plus parler. En tout cas, je dis que c'est une belle utopie parce que oui, on parle beaucoup de décentralisation sans jamais, depuis des années, sans jamais en voir la couleur réelle. Et j'aimerais savoir comment la décentralisation que vous proposez pourrait renverser la tendance démographique, parce qu'on sait que le Québec est la province pour laquelle le vieillissement de la population est le plus accentué. Donc, c'est ce que j'aimerais savoir, qu'est-ce que vous proposeriez pour renverser la tendance démographique d'une région qui, pour les premières années, a un accroissement naturel négatif? À qui vous adressez la question? À vous deux. OK, bon. Moi, j'ai essentiellement, là, le seul problème, c'est que j'estime que, puis ça ne veut pas dire qu'il faut attendre d'être indépendant pour faire ça, pas du tout, mais l'indépendance nous donnerait plus de moyens pour faire ça. Mais ce qu'il faut, l'une des conditions de base, c'est des infrastructures de transport, des personnes et des marchandises ultra abordables et écologiques qui relient les régions du Québec. En ce moment, là, les trains, c'est régi par le gouvernement fédéral. Et si je me souviens bien, je ne sais pas s'ils sont revenus en arrière, mais il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, ils ont voulu retirer les trains de la Gaspésie. Là. Je ne sais pas s'ils les ont ramenés, mais ça, c'est important. Puis Orléans Express, si je me souviens bien aussi, ils ont grandement diminué les services. OK? Bon. Alors, c'est important que le Québec reprenne le contrôle du secteur des transports et les budgets qui vont avec, évidemment, pour pouvoir faire ça. Ce qu'Option nationale propose en termes d'infrastructure régionale, c'est de créer un monorail électrique, OK, de technologie québécoise qui relierait toutes les régions du Québec. Ce genre de monorail-là, qui est suspendu, est avantageux pour notre condition de pays nordique parce qu'on n'est pas obligé de déblayer les rails, d'une part, fonctionne à l'électricité et peut faire Québec-Montréal en 1 heure, OK, mais pourrait aussi aller beaucoup plus loin. Et imaginez l'avantage pour le développement régional, la Gaspésie, par exemple, quand aller à Québec ou à Montréal, au lieu de prendre 7-8 heures, ça vous en prend, mettons, 3 ou 2, OK? Et où amener les marchandises, ça se fait plus rapidement. Ça rendrait beaucoup plus facile le développement des commerces, d'une part. L'autre infrastructure, c'est l'Internet haute vitesse. Je ne sais pas si c'est un problème en Gaspésie, mais dans beaucoup de régions du Québec, c'est un problème, l'Internet à haut débit, pour pouvoir avoir des entreprises technologiques qui ont les infrastructures nécessaires pour se développer. D'une part, ça c'est super important. Puis l'autre affaire plus importante, c'est la question de, il faut qu'il y ait des budgets régionaux levés régionalement pour pouvoir faire une autonomie dans la gestion des investissements dans les secteurs économiques. Et ça, c'est capital. Mais en ce moment, même si on faisait ça dans un Québec-province, là, je veux dire, quel argent on donnerait? Ben, je dirais, il y a plein de façons d'aller chercher de l'argent en ce moment, mais par rapport à récupérer notre marge de manœuvre qu'on envoie à Ottawa chaque année pour se faire gérer en fonction de l'intérêt de la majorité canadienne en Québec, c'est pas grand-chose.
Ben, au niveau de la démographique, je pense que c'est quand même important d'encourager des jeunes familles à avoir des enfants et de venir s'installer en région. Donc, il doit y avoir un attrait à la région. Nous autres, on propose vraiment une transition énergétique très rapide qui pourrait créer beaucoup d'opportunités d'emploi dans l'ensemble des régions du Québec. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on peut pousser vraiment fort. Puis, si les gens quittent vers Montréal, il faut trouver des manières de les ramener. Et comme Sol a mentionné, la commerce sur Internet, c'est quelque chose qui peut se faire partout où c'est qu'on a l'Internet haute vitesse. Donc, je crois qu'il y a quand même beaucoup d'opportunités. Je ne vais pas prétendre avoir une solution magique, mais je crois que si on ferait des investissements ciblés à ce niveau-là, qu'on pourrait vraiment attirer beaucoup de gens de venir s'installer en région. Puis il y a des choses particulières qu'on peut faire, telles que les subventions pour les gens qui s'installent en région, pour les familles qui s'installent en région. On peut les aider à acheter des maisons, des choses comme ça. Donc, il y a beaucoup de leviers qu'on a comme province qu'on pourrait mettre au travail pour renverser la tendance. Est-ce qu'il y a des filles qui ont des questions? Donc, Audrey? J'ai une question, dans le fond, mais c'est plus pour monsieur du côté du parti Option nationale. Zénith. Excusez-moi. Je peux pas de nom. Ben, moi, c'est une question par rapport que vous disiez, là, la place qu'on a, puis l'importance qu'on a, dans le fond, sur les décisions. Mais en fait, moi, je pense plus, puis genre, juste avoir votre point de vue par rapport à ce que je dis, ça va être ma question. OK. Moi, je pense plus que c'est nous qui devrions prendre plus notre place, puis c'est nos représentants qui ne s'affirment pas assez. Comme vous avez parlé tantôt de Jean Charest, là, qui n'a pas fait son travail, bien justement, c'est à nous de mettre des représentants qui vont être capables de faire leur job, puis de prendre leur place. Parce que c'est comme si on prend l'exemple d'un groupe, puis qu'il y a une personne dans le groupe qui ne parle pas. Bien, ils prennent une décision tous ensemble. La personne ne va pas aller s'isoler, faire un groupe seul pour prendre des décisions. Il faut justement qu'ils prennent sa place dans le groupe pour qu'ils prennent une décision tous ensemble. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Vous avez parfaitement raison dans l'analogie que vous donnez quand on prend un petit groupe de personnes. C'est vrai, c'est nos représentants, en fait, qui sont peut-être pas assez dedans. Féroces, batailleurs. C'est à nous de protéger nos droits au sein d'un Canada, parce que le Canada était là, puis on est au même titre que toutes les autres provinces. Peut-être qu'on n'a pas le même langage, qu'on n'est pas pareil, qui nous donnent moins d'argent. Est-ce que c'est un caractère de marde? Mais moi, je suis contre. OK. Ben, vous avez parfaitement raison là, quand vous prenez l'exemple d'un petit groupe de personnes. La différence, c'est que les enjeux de la dynamique entre les provinces n'est pas pareil. Gaétan Barrette, là, le ministre des Finances, là, c'est, je veux dire, on peut, de la santé, pardon, c'est pas, on peut ne pas l'aimer, tout ça, pas être d'accord avec ses décisions, mais c'est probablement un des négociateurs les plus féroces, les plus durs et les plus combatifs du Québec. Il a été pendant longtemps représentant de la Fédération des médecins spécialistes. Il a arraché des gros privilèges au gouvernement. Et puis, c'est quelqu'un qui est ultra féroce en négociation. Et s'il y a quelqu'un qui s'affirme, là, puis qui était capable d'aller chercher de l'argent dans la santé pour les transferts, c'était lui. Il a échoué. Pourquoi? À cause qu'on manque de rapport de force. Au-delà de la question, tu sais, la question du poids qu'on a dans le Canada, c'est pas juste une question d'attitude, c'est pas juste une question de combativité. C'est une question de combien de sièges on a dans le Parlement d'Ottawa aux communes, d'une part, mais aussi quel rapport de force on a quand on va dans les tribunaux avec quelqu'un. Tu sais, si à partir du moment où les règles décident que c'est lui qui décide, tu peux t'ostiner, mais il n'est pas obligé de plier. Puis si tu contestes, tu en vas au tribunal, puis la Cour a dit, ben regarde, dans le texte de loi, ça dit que c'est lui qui décide, fait que c'est lui qui gagne. Donc, essentiellement, c'est limité. Là. On peut pas. C'est au-delà de la question de la personnalité. Ce qui est problématique, c'est pas ça. Même si des fois on a des leaders qui s'affirment pas, je suis bien d'accord avec vous. Le problème plus fondamental, c'est le régime politique qui gère nos relations. Est-ce que vous auriez voulu répondre? Je pense que c'est vrai que les députés du coin ne font pas un travail pour bien représenter la région. Et c'est ce qui arrive quand les lignes de parti sont imposées au sein d'un grand parti politique. Donc, si peut-être des gens choisiraient de voter pour un nouveau parti politique ou un autre parti politique à part les traditionnels, ça pourrait peut-être augmenter l'influence de la région au sein du Québec. Oui. Ensuite, je vais aller en arrière, mais... J'aurais une question pour vous. Au début de la
la discussion, vous parliez justement de l'économie au Québec. Vous disiez qu'on avait un gouvernement qui était pour pétrole et tout ça. Si on imagine qu'il ne serait pas pour le pétrole, pensez-vous réellement qu'il y aurait plus de pots au Canada quand il y a plusieurs voix qui sont en encore? Ils sont contre justement qu'eux sont pour le pétrole, mais si c'est juste le Québec qui le il n'y a pas vraiment de pouvoir. Je pense qu'il y a beaucoup d'opposition au pétrole à travers le pays. L'opposition au pétrole, ce n'est pas quelque chose qui est unique au Québec. Si, dans une circonstance hypothétique que le Québec serait le seul opposé, ça pourrait arriver, mais en même temps, si le mouvement écologiste se rend jusqu'au point que le gouvernement du Québec s'oppose à l'oléoduc, c'est fort probable que d'autres provinces vont s'opposer aussi. Puis je pense que c'est plus une question de faiblesse du mouvement écologiste qui n'a pas réussi à imposer assez de pression dans l'ensemble des provinces pour arrêter ces projets-là. Oui. Oui, moi, en fait, j'ai une question pour M. Leroy. Décentraliser des gens de Montréal, Trois-Rivières, Québec, des grands centres. Pas des gens, des pouvoirs. Des pouvoirs. En fait, pour pouvoir amener ça vers la région, si je prends Chibougamau, je vois que Val-d'Or, un petit peu plus haut ici, des communes, en fait, les gens voudraient s'installer, ou des plus grosses structures voudraient s'installer par rapport à des climats moins favorables. Ben, ce qui fait qu'une région se crée d'abord, puis ensuite se maintient, c'est s'il y a de l'activité économique. C'est sûr. Puis les gens, quand ils vont à Fermont, là, c'est pour la job. Ils font de l'argent, c'est sûr. C'est ça. C'est un peu ça. Maintenant, si les gens qui ont peuplé la Gaspésie en premier, là, ils sont venus parce qu'il y avait une activité économique à y avoir là. Maintenant, pour que la région se maintienne, il faut qu'au moment où l'économie change, que l'activité économique change aussi. Et la question qu'on doit se poser maintenant, c'est dans quelle activité économique aujourd'hui la Gaspésie aura un avantage concurrentiel. Okay? Puis la question, c'est, maintenant, il faut investir là-dedans. Et puis, il faut donner les mesures pour que ça se puisse, donc des infrastructures de transport, l'Internet haute vitesse, des choses comme ça. Je vais vous donner un exemple là, par rapport au nord. Ce n'est pas le gars de la Gaspésie, là, mais mettons, le nord du Québec a une ressource qu'on appelle le froid. Okay? Et le froid, par exemple, là, pour héberger des serveurs, là, c'est super. Parce que là où on veut héberger des serveurs puis qu'il fait chaud, ça coûte ultra cher d'énergie et de climatisation. Alors, il y en a de plus en plus qui pensent et qui installent des choses dans le nord. Pourquoi est-ce qu'au Québec, on ne pourrait pas faire ça, entre autres, installer des super gros serveurs dans le nord et utiliser notre ressource gratuite du froid? Bon, ça c'est un exemple, mais il y en a plein d'autres. Il faut voir avec chaque région, c'est quoi sa force. T'sais, on a découvert qu'en Gaspésie, il y avait un potentiel éolien intéressant. OK, maintenant, bon, il ne faut pas faire ça n'importe comment, mais c'est une activité économique intéressante. Il y a des usines qui le fabriquent, puis il y a des gens qui sont engagés avec des emplois de qualité, puis qui donnent aussi, qui dépensent dans la région, puis ça nourrit le secteur des services. Alors, il faut trouver ces affaires-là. Et ça, c'est le monde qui habite ici qui sont le mieux placés pour le faire. Je vais juste me faire le porte-parole de quelqu'un qui est en train de ne pas poser de questions et qui m'a posé la question aujourd'hui. Et j'aimerais la poser à vous deux. Trouvez-vous que la question de l'indépendance du Québec, c'est un débat du passé, puis qu'aujourd'hui, c'est plus d'actualité? Donc, je pose la question à vous deux, parce que j'aimerais savoir aussi ce que vous pensez, M. Tirel, est-ce que vous aimez participer, est-ce que vous trouvez que c'est pertinent encore de débattre de ça aujourd'hui? Fait que je vais vous écouter les deux. Je pense que l'enjeu de l'indépendance du Québec a surtout été le combat d'une ancienne génération. Mais c'est sûr que ça occupe quand même beaucoup d'espace dans le débat public. Puis quand on a vu, il y a 2 semaines, que Gabriel Nadeau-Dubois se lance en politique et dit « Je veux absolument faire l'indépendance le plus rapidement possible et fusionner avec Option nationale », c'est sûr que ça le remet à l'actualité. Et je pense que ça fait partie des raisons qu'on fait ce débat-là aujourd'hui. C'est quand même pertinent d'en discuter et d'ouvrir ce débat-là encore une fois pour tenter de développer un peu les arguments des deux bords. Et je pense que c'est quand même bien de discuter de ces enjeux-là au lieu de rester campé dans nos propres positions. Mais ça étant dit, j'étais le chef du Parti vert dans l'élection 2014 et nous avons une position de neutralité sur la question
de l'indépendance du Québec. Et depuis, on a changé parce que justement, c'est quand même un enjeu que beaucoup de gens votent selon cet enjeu-là. Donc, même si ce n'est pas nécessairement d'actualité, ce n'est pas quelque chose qui préoccupe beaucoup les jeunes, c'est quand même quelque chose qui est important dans chaque élection. Et beaucoup des élections sont tranchées là-dessus. Puis je crois que ce débat-là, qui selon moi a duré trop longtemps, empêche justement le débat gauche-droite au sein du Québec. Et qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui décident de voter pour le Parti libéral du Québec parce qu'ils ont peur justement d'un troisième référendum et tout ce qui vient avec. Quand vous dites d'une ancienne génération, vous parlez de Louis-Joseph Papineau et Wilfred Nelson, c'est ça? Parce que la lutte pour l'indépendance, elle a commencé à bouillonner dans les esprits dès la conquête par la force de 1760. Elle a culminé en 1837 avec le Parti patriote, la Rébellion des patriotes, qui a été déclenchée, entre autres, par le Doric Club, un camp ultra-conservateur, une milice ultra-conservatrice violente de Montréal. Et ensuite de ça, on s'est fait mater, les élites ont été pendues ou extradées, puis ensuite, le mouvement s'est terré pendant 100 ans, puis il s'est réveillé dans les années 60. Pourquoi? Ben, parce que les conditions qui l'avaient fait naître étaient les mêmes. C'est-à-dire qu'on ne maîtrisait pas nos lois, on ne maîtrisait pas nos impôts et on ne maîtrise pas nos traités. Et encore aujourd'hui, c'est la même chose. Les conditions ont changé. À l'époque, ils voulaient maîtriser leurs lois pour protéger leur religion. Aujourd'hui, on veut maîtriser nos lois pour protéger l'environnement. Okay? Demain, dans un siècle, moi je pense que ça va être fait avant, mais si jamais par malheur, ça faisait ça, ben, on le voudrait pour quelque chose qu'on peut peut-être même pas prévoir encore. La liberté, c'est l'enjeu fondamental. Et tant qu'on ne sera pas libre, l'indépendance va être à faire. Puis le contexte va changer, puis on aura des raisons qui vont s'éteindre, d'autres qui vont naître, de vouloir prendre nos décisions nous-mêmes. Alors s'il y a un enjeu d'actualité, je pense que c'est bien celui-là. Et au-delà de la question du Québec, l'enjeu de la démocratisation de nos sociétés, c'est un enjeu international. Le 21e siècle, avec le défi climatique qui s'en vient, va nécessiter une redémocratisation de toutes les sociétés, pas juste de nous, des États-Unis, des Européens, des Asiatiques, des Africains et des Sud-Américains et de tout le monde. Okay? Il va falloir redémocratiser nos sociétés, parce que sinon, c'est les compagnies qui vont contrôler ce qui se passe, okay? Dans des démocraties pseudo-représentatives où la classe politique est noyautée par le pouvoir de l'argent et dans lequel les médias sont des propriétés privées aussi qui défendent des intérêts politiques. Il faut sortir de ça. Et la version locale de cette lutte-là pour la démocratisation et pour l'environnement et pour l'économie et pour le genre humain, la version locale, c'est l'indépendance du Québec. Je vais prendre une dernière ronde de questions. J'ai vu qu'il y avait Jacob et Jasmin. Luce, Samuel. Est-ce qu'il y en a d'autres? Je peux en prendre une autre, là, si jamais vous en avez, non? OK. Fait qu'on va faire ces 4 personnes-là. Fait que vas-y, Jacob. Tu avais une question? Non? C'est correct? Jasmin? Oh, mais finalement, c'est un cours de région, donc je vais poser une question sur les régions. Vous proposez les deux de revoir le système politique canadien ou québécois, que ce soit dans le Québec souverain ou dans le Canada. Sauf qu'il reste un des seuls avantages quasiment du système représentatif, c'est de donner quand même une pouvoir de représentation aux régions. Parce qu'un système préférentiel ou proportionnel enlève quand même du pouvoir aux régions au point de vue de la représentation qu'on a. Donc, ma question est, comment assurer dans des régions qui se dévitalisent de plus en plus que les décisions ne soient pas prises par les grandes communautés urbaines et qu'on ne se retrouve pas avec d'autres BARQ dans les régions du Québec et donc qu'on assure une certaine représentation des régions au sein soit du Canada ou du Québec. On a la même position là-dessus. Je vais laisser Alex présenter. En fait, c'est une très bonne question parce que l'année passée, on a participé à des discussions justement sur la réforme démocratique avec Parti vert, Action nationale, la Coalition Avenir Québec, le Parti québécois et Québec solidaire. Et nous avons signé une déclaration commune à l'Assemblée nationale disant justement qu'on veut respecter le poids politique des régions. Donc, le système qu'on propose, c'est un système proportionnel mixte. Donc, il y aurait quand même des circonscriptions qui seraient plus larges. Et ensuite, il y aurait des députés de liste. Mais si on fait ça de cette façon-là, les régions vont garder le même poids politique. Et justement, si on veut vraiment arriver à avoir une réforme proportionnelle, je pense qu'il faut
faire le débat là-dessus et non mettre le débat sur le poids politique des régions dans le même sac que la proportionnelle. Ça s'appelle la proportionnelle mixte compensatoire à répartition régionale. C'est le compromis qui a été trouvé entre un système plus représentatif et en même temps qui n'affaiblit pas le poids. Vous pouvez googler ça puis trouver le détail. Là, ça, vous allez avoir une page Wikipédia là-dessus, c'est sûr. Donc, proportionnel mix compensatoire À répartition régionale. à répartition régionale. Ou juste régionale. Luce? Oui, un second enjeu actuel, on parle beaucoup d'implication des femmes en milieu politique. Je me demandais pour chacun de vous, dans vos partis respectifs, quelles actions vous posez déjà, puis quelles actions vous voudriez poser prochainement ou futurement pour favoriser la participation des femmes en milieu politique. Le Parti du Québec se définit comme un parti féministe. C'est quelque chose qu'on a adopté il y a quelques années. Puis on essaie vraiment de favoriser le plus possible les candidatures féminines lors des élections. Puis moi, comme chef de parti, j'ai quand même un travail de recrutement de candidats et candidates. Et ce que je remarque, c'est que c'est quand même beaucoup plus difficile de recruter des femmes dans certaines circonstances. Donc, nous autres, on essaie d'être proactifs et vraiment de donner la chance à un beaucoup plus grand nombre de femmes de s'impliquer. D'ailleurs, on est à la recherche de candidates pour la région. S'il y en a qui sont intéressés, je vais être ici après le débat. C'est une invitation, mesdames. Non, mais sérieusement, on est en train de vraiment construire un mouvement politique à travers le Québec. Et il y a beaucoup de place au Parti vert pour justement progresser et pour faire valoir nos idées dans le débat public. Quand on peut être candidat ou candidate du Parti vert et d'aller participer au débat et de dire au Parti québécois, au Parti libéral, pourquoi nous ne sommes pas d'accord et qu'est-ce qu'on devrait changer dans le gouvernement, c'est quand même quelque chose de très important dans la démocratie. Et au niveau de l'Assemblée nationale, on a quand même eu un recul du nombre de femmes députées avec l'élection 2014. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Et ce n'est pas juste la représentation, mais c'est le respect et il faut absolument mettre fin à des choses comme, par exemple, la culture du viol, qui est très présente dans beaucoup de cercles politiques, présents à l'Assemblée nationale. On a vu avec les cas des députés accusés d'agression sexuelle et tout ça. Plus qu'un député, il y en a quand même deux. Donc, il y a quand même beaucoup à faire. Puis, nous autres, on reconnaît pleinement que l'égalité n'est toujours pas atteinte au Québec. Il y a quand même beaucoup de travail à faire. Puis, c'est de vraiment prendre cet enjeu-là au sérieux puis tenter de poser des gestes sincères et concrets pour changer des choses. Mais c'est quelque chose qui est très complexe et qu'on a besoin d'aide, justement. Oui, alors, à Option nationale, on prend des positions politiques aussi en faveur du féminisme là, dans les enjeux des dernières années. Et puis, on vise la parité. On ne la met pas de façon contraignante parce que c'est plus difficile aussi pour un plus petit parti là, d'avoir une parité que dans un parti plus gros. Donc, c'est un enjeu. Mais on vise la parité et on fait des efforts significatifs pour l'atteindre dans nos instances décisionnelles, entre autres. Et sinon, on est en train de préparer un test de sensibilisation concernant la question de la culture du viol. Mais je vais en profiter pour faire une extension à votre réponse en montrant un avantage du Québec indépendant pour la condition féminine. C'est d'une part que faire un pays, ça va vouloir dire écrire une nouvelle constitution, okay? Faire une assemblée constituante. Et cette assemblée constituante-là, on va vouloir qu'elle ait une parité homme-femme. Okay? Donc, les femmes participent pour la première fois à 50% à la rédaction des règles du pays. Et je pense que ça va être extrêmement bon pour, entre autres, l'avancement de la condition des femmes. Je me demandais, est-ce que vous êtes pour l'indépendance de l'Écosse et de la Catalogne, aux deux? Et est-ce que vous croyez que lorsque ces deux régions seront indépendantes, et je le souhaite, ça va relancer le débat de l'indépendance du Québec? Je ne pense pas que c'est à nous, comme Québécois, de trancher dans ce débat-là. C'est aux gens qui résident dans ces endroits-là à décider de leur propre destin. Et quelque chose que je trouve quand même particulier au mouvement indépendantiste québécois, c'est que j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un pays qui veut se séparer, que les indépendantistes québécois embarquent, oui, c'est une bonne idée. Mais si on applique cette logique-là, on va diviser tous les pays en deux à travers le monde. Puis je pense pas que c'est une bonne idée d'appliquer une idéologie que dans tous les cas, plus de pays, c'est mieux. Non. C'est sûr que
Moi, je suis en faveur. Je les appuie complètement, les indépendantistes. Évidemment, ils décideront eux-mêmes. Mais si on me demande, est-ce que vous les appuyez? Je les appuie certainement. J'appuie ceux qui veulent la même chose que moi, plus de démocratie, plus de liberté politique. C'est pas tous les pays qui sont mal structurés, puis faits avec des alliances qui ont été historiquement forcées, puis qui aujourd'hui sont dysfonctionnelles. Nous, c'en est un cas. Dans l'Écosse, avec le Royaume-Uni, c'en est un cas aussi. Puis la Catalogne et l'Espagne, c'est un cas. Mais maintenant, si la Californie veut se séparer aussi, je veux dire, c'est correct. C'est pas grave, tu sais, la liberté. Je veux dire, c'est quelque chose de bon, puis moi, je la cède à tout le monde qui la veut. Puis oui, je vais les appuyer, puis je trouve ça formidable. Puis quand ils vont le faire, ben, ça va faire réaliser aux gens ici là, que faire un pays, faire une démocratie, relever ces défis-là, ça se fait par du monde. Puis je pense que ça va donner confiance aux gens. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui n'embarque pas dans cette idée-là parce qu'ils se disent, ils pensent que ça se peut pas, ou que ça va être difficile, ou etc. Puis ils se disent, tu sais, un peu comme... Mais on peut surmonter ça. Puis le fait de voir les autres le faire, c'est encourageant. Puis si nous, on le fait avant eux, ce que je souhaite aussi, en tout cas, eux autres, ça va se décider par l'année prochaine ou l'année d'après, ben, je pense que ça va les aider. Si jamais. Il y avait une micro-question supplémentaire. Question courte, réponse courte? Oui, dans le fond, moi, c'était un petit peu en réponse à M. Tirel quand vous l'expliquiez à propos de l'Écosse et de la Catalogne. Moi, je suis beaucoup de l'opinion qu'il y a la plupart des Québécois qui sont en faveur, notamment aussi de l'indépendance de l'Écosse, parce qu'on peut sentir un genre de sentiment comme où est-ce que c'est comme lié un peu où est-ce que l'Écosse à l'époque se sont fait conquérir par la Grande-Bretagne et qu'ils sont restés avec eux parce que le Royaume-Uni et l'Empire et tout. Est-ce que genre, c'est possible que la raison pourquoi il y a autant de Québécois qui appuient l'indépendance du Québec et l'indépendance de l'Écosse, c'est parce qu'on peut se sentir qu'on est comme lié un petit peu à ça. Genre, je pense un sentiment d'appartenance. Il y a beaucoup d'indépendantistes québécois qui vont appuyer cette cause-là, c'est certain. Mais vous avez soulevé un peu l'histoire, puis moi je pense pas que l'histoire et les affaires qui ont arrivé à d'autres générations avant nous, c'est une bonne raison de faire la souveraineté aujourd'hui. Il faut vraiment regarder c'est quoi les implications pratiques, quelle sorte d'impact ça va avoir sur les gens, et prendre des décisions en fonction de ces enjeux-là. Je pense que ça serait une erreur de prendre une position idéologique et de dire que parce que un tel pays a eu une histoire de colonisation qu'on devrait nécessairement appuyer l'indépendance. Puis je pense vraiment pas que c'est à nous de trancher cette question-là. Pareil comme c'est pas aux gens en dehors du Québec de prendre position sur notre indépendance ou non. Je tiens à juste mentionner là, que même si j'ai parlé d'histoire un peu à quelques reprises, tous les arguments que j'ai amenés étaient des arguments profondément ancrés dans la situation du 21e siècle aujourd'hui en 2017. Donc, on va avoir des petits propos de conclusion. Aussi, vu que je sais que quand ça va se terminer, peut-être vous allez vouloir partir rapidement, je pense que M. Zanetti, en tout cas, juste pour vous dire que une fois que la conclusion va être faite, s'il y en a qui veulent venir rencontrer, dire un mot aux invités, je pense qu'ils sont ouverts à ça. Monsieur Zanetti moi, j'ai des livres pour tout le monde, des livres gratuits. Le livre qui fait dire oui, les principaux arguments pour l'indépendance, ça se lit en 3 heures maximum. C'est ça. Et certains l'ont lu en 1 heure. Et tous ceux qui ont le droit de vote dans la salle, sachez qu'on s'est donné rendez-vous à la fabrique pour continuer la discussion après. Donc, ceux qui ont le droit de vote ont le droit de décider. Alors, 2 minutes. Encore 4 minutes d'attention pour laisser nos conférenciers, nos invités, sortir leurs meilleures armes, leurs arguments les plus forts. C'est la dernière chance que vous avez ce soir de convaincre l'auditoire de votre position. Alors, si je me rappelle bien, ça commence avec M. Tirel et ça se termine avec M. Zanetti. Donnez tout ce qu'il vous reste. 2 minutes. OK, mais comme j'ai mentionné plus tôt dans le débat, je pense qu'on est vraiment plus fort unis. Et je pense qu'avec l'urgence des changements climatiques, les problèmes environnementaux, les mesures d'austérité, tout ça, on a beaucoup de combats qui sont plus importants et plus urgents que l'indépendance du Québec qu'on pourrait adresser dès maintenant au sein de la Fédération canadienne. Je ne pense pas que ça vaut la peine d'avoir toute l'instabilité et de vraiment prendre des risques pour les gens à faible revenu et la classe moyenne pour faire un projet qui est surtout idéologique. Pourquoi est-ce qu'on devrait s'attaquer à des problèmes démocratiques
sans vraiment changer nos institutions provinciales. Le Québec n'est pas parfait, il y a beaucoup de choses à changer. Pareil comme au Canada, je ne suis pas quelqu'un qui appuie le statu quo. Le Parti vert veut faire beaucoup de changements, mais je ne crois pas que l'indépendance du Québec devrait être une priorité et je ne crois pas que c'est la seule chose que nous pouvons faire. Il y a tellement de choses qu'on peut faire au sein du Canada, il y a tellement de projets qu'on peut faire au Québec sans faire l'indépendance et je crois que ce serait une erreur de mettre ces projets-là de côté pour faire l'indépendance. Alors, personne n'a jamais parlé, en tout cas pas moi, de mettre quoi que ce soit de côté pour faire l'indépendance. L'enjeu de l'indépendance, c'est de se donner les moyens d'avoir des projets ambitieux pour transformer grandement notre société, la rendre plus démocratique, la rendre plus verte, la rendre plus juste, la rendre meilleure en général. L'enjeu de l'indépendance, là, c'est qui va décider. On est dans le 21e siècle, je l'ai dit tantôt, on fait face à des défis colossaux que n'auront rencontré aucune autre génération avant nous. Ça va nécessiter des collaborations internationales importantes. Nous voulons être de ces collaborations internationales, pas représentées par quelqu'un d'autre à moitié, nous voulons y être pleinement. On a des défis à rencontrer et il faut qu'on se donne les moyens politiques d'y arriver. La liberté, c'est pas si pire que ça. Ça rend pas si instable. Comme individu, on la recherche toujours. Quand vous êtes... alors je pense que si on la recherche et qu'elle est bonne pour un individu, je pense que par extension, on peut dire qu'elle est aussi bonne pour un peuple, pour une société. Et c'est important de se la donner parce que nous en aurons besoin. Alors j'espère que si au moins on peut avoir aujourd'hui planté cette chose-là, cet enjeu-là comme un enjeu de qui décide, ça aura servi. Moi, je veux que pour l'avenir, ce soit nous qui décidions de ce qui va nous arriver. Pas juste nous à 23%. Merci.